Alors j'ai mis mon propos sous le signe de cette citation de Si Kong Tu, donc qui a été traduit par Véronique. C'est à mon sens un des poètes qui justifierait le plus la comparaison avec Mallarmé. Bon, je ne vais pas en parler beaucoup parce que en fait je vais résumer un petit peu en grande partie donc le propos de l'ouvrage. Alors, d'abord, il faut commencer par reconnaître que Mallarmé ne sait pas grand-chose de la Chine. Donc, c'est une gageure. Hein, c'est vraiment un pari. Donc, ça va me donner l'occasion ce matin de peut-être déjà d'avoir un peu, d'après les réactions, une idée sur la façon dont le pari peut être tenu jusqu'au bout. Mais, notamment, il n'est pas complètement ignorant quand même. Hein. Le peu de connaissances que Mallarmé a de la Chine, il le doit sans doute à Judith Gautier, hein, la fille donc du poète Théophile Gautier, qu'il a bien connu, donc Judith Gautier, hein, qu'il a reçu chez lui, il a été reçu chez elle également, donc il y a eu des rapports relativement fréquents entre le jeune Mallarmé notamment et la jeune Judith Gautier, donc qui elle s'est intéressée de très près à la Chine, au point donc d'étayer sur la culture chinoise une œuvre littéraire qui est importante, qui est encore lue aujourd'hui, et notamment elle a traduit d'ailleurs, des poèmes chinois, enfin traduit, adapté des poèmes chinois. Donc il y a là certainement quelque chose d'important que je développe davantage dans le livre sur laquelle je passe. Donc, alors il y a quand même quelques mentions directes de la Chine chez Mallarmé, et la plus importante, la première que je vais développer assez longuement, c'est un poème de jeunesse donc qui s'intitule Là de la mer repos, où on voit donc Mallarmé s'identifier de manière tout à fait inattendue, rien ne l'annonce, à un peintre chinois. Alors j'y reviendrai. La deuxième mention de la Chine, c'est dans une lettre du jeune Mallarmé, toujours, 2 ans après, à un poète mineur, hein, qui est complètement oublié aujourd'hui, enfin pas complètement, mais qui est bien oublié en tout cas, qui est François Coppée. Donc c'est 2 ans après la publication de Là de la mer repos, et Mallarmé donc témoigne. Alors donc j'ai pas annoncé mon plan, du coup, bon, je l'annoncerai au fur et à mesure. Hein. Donc là j'en suis à l'introduction, voilà. Bon, j'annoncerai au fur et à mesure les divers points mais je passe donc directement à la première citation sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir. Donc dans cette lettre à François Coppée, donc François Coppée a envoyé un de ses recueils à Mallarmé, et Mallarmé donc lui répond en ces termes, donc à propos de ce recueil: la mélodie en est une ligne fine, comme tracée à l'encre de Chine. Il n'y a pas de majuscule, hein, c'est devenu vraiment le moyen de l'artiste, et dont l'apparente fixité n'a tant de charme que parce qu'elle est faite d'une vibration extrême. Voilà. Donc je vais revenir, ça va être en fait un peu le centre de mon propos, et c'est un peu le centre de tout l'ouvrage, hein, ce rapport entre la ligne et la vibration, qui me paraît à la fois extrêmement mallarméen, enfin c'est très mallarméen, et c'est aussi, me semble-t-il, extrêmement chinois. Donc c'est ce que j'essaierai de mettre en évidence. Alors Mallarmé voit donc dans la poésie de Coppée une sorte d'écriture chinoise, alors que la poésie de Coppée n'a rien à voir avec la Chine. Hein. Mais donc il faut voir que dans l'esprit de Mallarmé, en fait, c'est un compliment. Hein. C'est une manière de dire que, au fond, la poésie de Coppée, bon, qu'on a oubliée, représente une espèce d'accomplissement dans la mesure justement où elle aurait quelque chose de commun peut-être avec l'esthétique chinoise. Et donc c'est une manière indirecte de dire que, au fond, l'esthétique chinoise peut constituer un modèle pour l'artiste occidental. Et donc ça va être donc je reviens à ma première partie, le modèle chinois. Je vais revenir sur cette question. Alors un autre élément à son importance dans cette question de Mallarmé et la Chine, c'est la question des successeurs de Mallarmé. Hein. Donc je passe très vite. Tout le monde connaît Paul Claudel, au moins de nom. Hein. Ambassadeur, d'abord consul de France à Shanghai. Hein. Il a été diplomate. Donc son premier poste, il est consul de France à Shanghai. D'ailleurs, il y a une lettre de Mallarmé, c'est les dernières années de Mallarmé, hein, dans la fin des années 1890. Il y a une lettre de Mallarmé que je citerai donc dans l'ouvrage, où il évoque justement Paul Claudel, consul de France à Shanghai. Alors Claudel, alors au début, il n'apprécie pas tellement la Chine. Hein, ses connaissances de l'Est. Claudel est un chrétien, on dirait aujourd'hui peut-être un peu traditionnaliste. Il est
assez peu ouvert au début à la culture chinoise. Hein. Et puis, petit à petit, notamment avec un deuxième séjour en Extrême-Orient, qui sera un séjour au Japon, il va découvrir la culture de l'Extrême-Orient, et là, il va vraiment s'ouvrir à la Chine, et on voit notamment dans le deuxième recueil qu'il a lu les grands textes chinois, et notamment le Tao Te Ching. Bon, alors je passe très vite, mais dans le livre, je donnerai quelques références. C'est extrêmement intéressant, où, au fond, Claudel fait avec Mallarmé ce que Mallarmé fait avec Coppée, c'est-à-dire que Claudel écrit à Mallarmé pour lui dire, mais finalement, vous écrivez comme un Chinois, votre poésie, c'est de la poésie chinoise. Bon, c'est extrêmement intéressant. Il y a aussi un rapprochement entre le style de Mallarmé et les sinogrammes très simples dont je parlerai tout à l'heure, hein, l'homme, l'arbre. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Bon, donc Claudel. Ensuite, il y a Ségalène. Ségalène, donc, qui Ségalène, c'est vraiment s'intéresse de très près à la Chine, a une connaissance vraiment extrêmement approfondie, puisqu'il fait des études d'exploration, d'archéologie, etc. Et qu'il publie donc en 1913 à Pékin un recueil qui s'appelle Stèles et qui est dédié au chrétien Claudel, ce qui est assez étrange parce que Ségalène a un rapport assez critique avec le christianisme, ça se voit quand même dans Stèles, mais il y a cette espèce de continuité donc assez nette, me semble-t-il, entre Mallarmé, Claudel, Ségalène. Alors Ségalène, qui est un grand lecteur de Mallarmé, là je l'ai découvert aussi en rédigeant l'ouvrage, je me suis plongé dans la correspondance de Ségalène, et c'est incroyable à quel point il lit Mallarmé sans arrêt. Il y a même un épisode assez étonnant où il est avec une grande amie, enfin, qui est même plus qu'une amie, on peut l'imaginer, où il a son volume de Mallarmé à la main. Hein, voilà. Donc, il me semble qu'il y a une continuité vraiment saisissante, et donc il me semble que cette postérité de Mallarmé, au fond, permet peut-être rétrospectivement de se rendre compte qu'effectivement, il y a chez Mallarmé déjà les germes de cet intérêt pour la Chine qui va se développer d'abord chez Claudel et ensuite chez Ségalène. Bon, je ne veux pas faire une espèce de théorie évolutionniste, mais c'est quand même, me semble-t-il, assez frappant. Alors, avant de continuer, je voudrais lever une objection qui est celle de François Julien, donc c'est la citation numéro 2. Alors, mon rapport à François Julien est très ambigu. J'admire beaucoup François Julien. Je dois dire que c'est une de mes grandes références intellectuelles. Je n'aurais jamais fait ce travail si François Julien n'avait pas été là. Mais en même temps, comme tout le monde, comme Muriel ici présente, mais comme beaucoup d'autres, je fais partie de ceux qui pensent que la thèse de François Julien est quand même très excessive, que évidemment que la Chine n'est pas l'Europe, c'est tout à fait évident, il ne s'agit pas mais qu'il y a quand même beaucoup plus de rapports qui veut bien le dire. Il y a un côté systématique dans sa pensée, dire la Chine est aux antipodes de l'Europe. Bon, comme on est beaucoup ici, je pense, à penser que c'est quand même moins simple que ça, c'est un peu plus compliqué, mais ça n'enlève rien quand même au travail, je trouve, tout à fait considérable et tout à fait passionnant qu'a fait François Julien. Alors là, l'objection, elle est là. À la fin du siècle, donc François Julien explique qu'au XIXe siècle, il y a une sorte de désintérêt. Vous savez que le XVIIIe, avec Voltaire notamment, s'est beaucoup intéressé à la Chine. Et donc, au XIXe, il y a une sorte d'éclipse de la Chine en France. Et donc, à la fin du siècle, en revanche, la Chine revient à la mode, mais une Chine sous cellophane, une Chine de l'importation des porcelaines, etc. Si vous me permettez l'expression, une Chine pinceau-porcelaine à la Mallarmé, au pire moment de la guerre franco-chinoise du Tonkin, c'est le moment où le commerce aidant, on découvre l'esthétique chinoise. Bon. Donc il y a une volonté chez François Julien, évidemment, de réduire à néant, au fond, la possibilité d'un rapprochement entre l'esthétique de Mallarmé et l'esthétique chinoise, dans la mesure où ça ne serait qu'un effet de mode et à un moment en plus, à un moment de la guerre, etc. Voilà. Donc, en fait, ce que je vais montrer donc, dans la première partie qui s'intitule le modèle chinois, je vais revenir sur ce poème de Mallarmé et montrer que ça n'est pas du tout ce que dit François Julien et qu'on peut lire ce poème de façon beaucoup moins superficielle. Il accuse le poème d'être superficiel. Je vais accuser François Julien d'avoir une lecture excessivement superficielle du poème. Voilà. Alors, j'en arrive à ma première partie, donc que j'ai intitulée le modèle chinois.
Mais avant de revenir donc sur l'âne de la mer repos, je voudrais donc citer une brève formule, donc c'est la dernière, c'est la citation numéro 3, c'est en fait une sorte de résumé par Mallarmé de sa conception de la poésie. Donc l'écrit en vol tacite d'abstraction. Donc c'est dans un texte extrêmement important de Mallarmé qui s'intitule Le mystère dans les lettres. Donc l'écrit en fait c'est la poésie. C'est la poésie, donc envol tacite d'abstraction. Alors, le thème de l'envol, donc on va le retrouver. Je pense que c'est un héritage de Baudelaire. C'est l'idée d'élévation qu'on trouve dans le poème de Baudelaire qui porte ce titre. Alors, tacite, qui signifie donc au sens étymologique, qui se tait, qui ne parle pas, takeo, takere en latin, se taire, ne pas parler, et au sens ordinaire, donc implicite, quelque chose de tacite, d'implicite, de sous-entendu, ce qui nous conduit alors droit à un thème fondamental à la fois de Mallarmé et de l'esthétique chinoise, qui est celui de l'allusion. Je reviendrai à plusieurs reprises sur ce thème de l'allusion, et là aussi évidemment je dois énormément à la valeur allusive, bien sûr, de François Julien, sans laquelle, encore une fois, ce travail n'aurait jamais été fait. Et enfin, donc, le mouvement poétique envisagé par Mallarmé produit une forme d'abstraction, un mouvement d'abstraction, alors qui n'est pas le mouvement intellectuel de l'abstraction. Je vais essayer de le montrer, qui est une conception strictement mallarméenne et poétique de l'abstraction, sur laquelle je vais revenir. Alors, j'en arrive donc maintenant à là de la mer repos, donc ce fameux poème chinois de Mallarmé. Alors dans ce poème, donc Mallarmé parle de lui, il parle à la première personne, il parle de lui et il se donne pour modèle. Donc c'est cette notion qui me paraît extrêmement importante ici, que j'ai déjà introduite. Il se donne pour modèle, donc un peintre chinois qui dessine sur des tasses de porcelaine. D'où l'ironie de François Julien, cette Chine pinceau porcelaine à la Mallarmé. Mais le centre du poème, et c'est là qu'à mon avis François Julien lit beaucoup trop vite, le centre du poème, ça n'est pas la description des tasses de porcelaine, ça n'est pas la description du peintre chinois en train de peindre sur des tasses de porcelaine. L'objet, le centre du poème, c'est une certaine conception de l'art. C'est une esthétique. Et là, donc Bertrand Marchal, donc qui est un des grands spécialistes, il est à la Sorbonne, je crois qu'il y est encore, enfin il doit être peut-être sur le point de prendre sa retraite, je sais pas, mais en tout cas, bon, c'est le grand spécialiste français de Mallarmé, c'est l'éditeur de Mallarmé en Pléiade, dans les collections Poésie Gallimard, et dans son édition, donc, de Poésie Gallimard, et qui sera repris ensuite dans la Pléiade, il dit ceci, qui est extrêmement juste, ce poème, donc, achève une époque dans la poésie mallarméenne, mais cet épilogue est aussi un point de départ. Et défini à partir du vers 11, donc je veux délaisser l'art vorace d'un pays, etc., défini à partir du vers 11 une esthétique nouvelle. C'est tout à fait capital. Ce qui est important dans ce poème, c'est que Mallarmé énonce ici une certaine idée de l'esthétique et une idée nouvelle, alors à partir de laquelle il va rompre effectivement donc avec ses prédécesseurs, notamment avec Baudelaire, pas complètement, ils iront jamais complètement avec Baudelaire, ils iront même pas du tout avec Baudelaire, mais il devient vraiment lui-même, et je crois que là il y a vraiment quelque chose de fondamental et que j'essaierai de développer, de montrer mieux encore dans l'ouvrage. Eh bien, c'est que le moment où Mallarmé devient lui-même, eh bien il devient chinois aussi, où il se découvre chinois. En tout cas, il se donne comme modèle un peintre chinois au moment où il devient lui-même. Voilà. Donc, alors je vais pas lire tout le poème. Dans l'ouvrage, je consacre quasiment le premier chapitre entier au commentaire du poème. Donc c'est dire que, si le commentaire est pertinent, en tout cas, c'est dire que la lecture de François Julien est vraiment extrêmement rapide. Mais je vais m'en tenir donc à quelques éléments essentiels. Alors, l'idée que Mallarmé donc se fait de l'esthétique chinoise donc n'est pas développée dans le poème. Elle n'apparaît que sous forme d'images, de métaphores. Ça n'est pas un manifeste, ça n'est pas un texte théorique. La figure du peintre chinois est introduite par le verbe « je veux », au début de la phrase, donc, qui commence au vers 11. Je veux délaisser l'art vorace d'un pays cruel, et ensuite au vers 15, je veux imiter le chinois au cœur limpide et fin. Donc le verbe « je veux » est suivi d'un premier infinitif qui concerne le passé, délaisser l'art vorace, et au vers 15, donc d'un second infinitif qui concerne l'avenir, imiter le chinois.
La comparaison du poète avec le peintre chinois se déroule en 3 étapes. Dans un premier temps, vers 15 à 20, le peintre retient pour motif central de la scène qu'il va fixer sur les tasses de porcelaine une fleur qui est un souvenir d'enfance et qu'il va représenter dans ses derniers moments, la fin d'une fleur, alors qu'elle est sur le point de se faner. Dans un second temps, vers 21 à 23, le peintre se propose de représenter un paysage qui évoque aussi l'idée d'enfance, de jeunesse, un jeune paysage, et qui lui aussi est cependant lié à la mort qui obsède le poète. Le poème donc change brusquement de direction, comme ça arrive assez souvent chez Mallarmé, puisque le peintre donc songe d'abord à peindre une fleur, puis un paysage qui constitue une scène différente. Enfin, dans un troisième temps, donc ce sont les derniers vers du poème, vers 24-28, le poème donc décrit ce paysage, un lac gelé, environné de roseaux, surmonté par la lune, un clair croissant, derrière un nuage, par une blanche lune. Et ainsi résumé, donc effectivement, le poème évoque une scène tout à fait typique de la pensée chinoise. Mais la question du poème, encore une fois, ça n'est pas que représente le peintre, quel est son objet. La vraie question que pose le poème, c'est quelle sorte d'art le peintre met-il en œuvre, Comment, de quelle manière le peintre représente-t-il cette fleur et ce paysage qu'il s'est donné pour motif, et pourquoi les représente-t-il, cette fleur et ce paysage. Alors d'abord, donc c'est ça les questions. C'est encore une fois quelle espèce d'art, quelle sorte d'art, quelle esthétique le poème tente-t-il de suggérer. Alors d'abord, donc si ce peintre chinois évoqué par le poème est un artiste que Mallarmé se donne comme modèle du vrai poète, c'est qu'il est doué d'une qualité d'âme particulière. Vers 15, il a le cœur, je cite, limpide et fin. Telle est la condition pour que s'établisse une harmonie féconde entre l'artiste et les éléments de la nature, la fleur d'abord, et ensuite le paysage dont il doit offrir par le dessin un équivalent. C'est le premier point, donc le cœur limpide et fin. En second lieu, le geste esthétique, donc dans la logique de ce que je viens de dire, implique un rapport privilégié entre, d'un côté, donc l'artiste, ce peintre, qui est aussi un modèle du poète, et d'autre part, la nature. L'artiste ne se contente pas de reproduire un objet naturel, de copier la nature, mais il choisit des éléments de la nature pour exprimer ses états d'âme intérieurs. Et donc là, ça me semble aussi tout à fait chinois. Et l'obsession donc ces états d'âme intérieurs, donc ici l'obsession de la mort et la nostalgie de l'enfance, on peut dire d'après la thématique du poème. Ainsi s'opère donc une correspondance entre l'intériorité de l'artiste et le monde extérieur. Alors évidemment, ce thème de correspondance, il a une connotation baudelairienne, bien sûr. Encore une fois, ça me paraît tout à fait intéressant de voir à quel point la découverte de Mallarmé par lui-même comme chinois n'implique pas, encore une fois, une rupture radicale à l'égard de ces modèles dont évidemment Baudelaire. Voilà. Donc la notion de correspondance, elle est suggérée dans le poème par l'analogie entre l'intériorité de l'artiste et l'objet qu'il représente, puisque le peintre a un cœur limpide et une vie transparente vers 18-19, et de la même manière, la fleur qu'il dessine se caractérise d'abord par son parfum, invisible au regard, on peut l'imaginer quelque peu diaphane, se laissant traverser par le regard, puisque cette fleur est capable, selon le vers 20, de s'imprimer sur l'âme en quelque sorte, comme en transparence, en filigrane, dit le poème. Donc cette fleur n'est déjà plus matérielle, visible, elle est intériorisée, idéalisée, c'est en quelque manière une chose mentale. Et enfin, en troisième lieu, donc il faut accorder toute l'attention qu'il mérite à l'adjectif fin du vers 15, le cœur limpide et fin. Alors on pense d'abord évidemment au raffinement de l'artiste, à la délicatesse, à la distinction que lui confère son talent et son occupation, mais le terme doit aussi être pris au sens tout à fait concret, fin, c'est-à-dire peu épais, mince, menu, ténu, et c'est bien cette finesse, donc au sens concret, qui illustre la représentation du paysage évoqué dans les 5 derniers vers, puisque dans ce dessin, le lac se réduit donc vers 24 à une ligne d'azur mince et pâle, le bosquet de roseaux a 3 grands cils d'émeraude,
Et ainsi, donc, on voit que le peintre chinois réduit les choses à leur plus simple expression. Il se contente de les suggérer par quelques traits élémentaires en réduisant son tracé au plus strict minimum. Une ligne au vers 24, des cils au vers 28. Et ainsi, alors je reviens aux notes de Bertrand Marchal. Je ne suis pas toujours d'accord avec Bertrand Marchal, mais là je trouve que vraiment il est vraiment allé droit à l'essentiel sur ce poème de jeunesse donc de Mallarmé. Bertrand Marchal, donc dans ses notes, évoque une esthétique de la stylisation, Et les couleurs elles-mêmes donc sont atténuées, l'eau du lac est rendue par un bleu pâle, et il me semble donc ainsi, malgré qu'en est François Julien, on entre dans l'ordre de la fadeur. Et c'est ce que je vais essayer donc de montrer dans la suite, en faisant donc audacieusement, mais je l'espère judicieusement, fi des objections donc de François Julien, puisqu'en fait donc cette notion de fadeur, alors que je vais, on a reproché dans le contre François Julien, Jean-François Bitter lui a reproché de traduire le concept chinois donc de tan uniquement par fadeur, et là Jean-François Bitter là aussi, il touche droit à l'essentiel. Il montre bien qu'il y a toute une constellation de sens extrêmement intéressante et qui va permettre effectivement de développer cette notion de fadeur, de l'expliciter, et on verra que tous ces sens, alors je ne vais pas citer Jean-François Bitter, je le citerai dans le livre, mais on verra que tous les sens possibles de ce concept de tan en chinois, eh bien, ça correspond à des aspects essentiels de la théorie de l'esthétique de Mallarmé, et qu'on voit déjà ici donc dans le poème. Voilà. Alors, un autre élément évidemment tout à fait essentiel ici, c'est l'importance du blanc. Les tasses de neige à la lune ravie, alors c'est-à-dire prise à la lune, la neige qui est prise à la lune, il y a un rapport entre le blanc de la porcelaine ici et la lune. Le ciel de porcelaine nue, donc une blanche nue, un nuage blanc au vers 26, et enfin la glace des eaux. Donc la scène laisse une place considérable à l'espace vide. Alors c'est normal, on dira, puisque Mallarmé décrit au fond une scène typique de la peinture chinoise, mais il n'empêche qu'on voit bien comment le poème va droit à l'essentiel, avec une remarquable intuition de ce qui se joue dans l'art extrême oriental. Dans ce poème, donc, Mallarmé laisse transparaître une réflexion sur les conditions de la représentation, je dirais plutôt de la figuration, car ce qui est en jeu dans l'art de ce peintre chinois, c'est justement le refus de représenter la réalité. C'est le dessin esthétique d'évoquer, de suggérer les choses plutôt que de les reproduire, de les transporter dans le dessin ou dans le texte telles qu'elles sont dans la réalité. Voilà. Donc c'est encore une fois la question essentielle du poème, ça n'est pas la question du quoi, de l'objet qui est représenté, c'est la question du comment. Comment l'objet est-il représenté? Alors, ces indications donc, qui sont données par là de la mer repos sont loin d'être isolées dans l'œuvre de Mallarmé. Alors, tout à l'heure, donc, j'ai enchaîné sur la présentation de Véronique en rappelant donc à quel point Mallarmé avait entretenu des rapports très étroits avec les grands peintres de sa génération, et ce thème donc des rapports étroits entre la poésie et la peinture, c'est un thème qui parcourt toute l'œuvre de Mallarmé. Alors notamment le premier texte sur lequel je reviendrai, qui s'appelle Salut, donc qui a été en fait composé par Mallarmé vers la fin de son existence, mais qu'il a placé en quelque sorte comme une manière d'épigraphe à l'ensemble des poésies. Et donc ce poème sur lequel je reviendrai, qui s'intitule Salut, il s'achève par ce vers, c'est le dernier vers, c'est un sonnet, donc c'est le 14e vers, le blanc souci de notre toile. Alors ce poème, donc, il file une métaphore qui est la métaphore de la poésie comme navigation, mais en même temps, donc la toile, c'est la voile du navire, c'est une espèce de point d'orgue de toute cette métaphore de la poésie comme navigation, mais en même temps, on voit bien que la toile, évidemment, notre toile, ça fait penser évidemment à la toile du peintre. Et donc ici, on voit bien aussi deux thèmes s'associer. Alors le blanc souci, le blanc souci. Alors ça, c'est aussi ce que j'essaierai de montrer. J'y reviendrai. C'est le passage chez Mallarmé d'une version négative du blanc. Le
blanc, c'est la page blanche, c'est la stérilité. Voilà, Mallarmé, ses œuvres, ça tient en 2 petits volumes, hein, c'est pas grand-chose. Donc c'est un poète stérile. C'est pas Victor Hugo qui écrivait ses 100 alexandrins, 200, je sais plus, tous les matins. Je sais même pas si Mallarmé en a écrit 200 quand même dans toute sa vie, mais à peine plus. Hein, j'exagère un petit peu. Voilà. Donc c'est le blanc, c'est l'impossibilité d'écrire, c'est la page qui s'obstine à rester blanche. Mais c'est aussi le souci du blanc. Hein, c'est aussi le souci du blanc qui reste blanc à travers l'écriture. Donc c'est ce que j'essaierai de montrer dans la suite. Alors, je passe maintenant donc à un poème qui est très connu. C'est vraiment un des grands poèmes de Mallarmé, c'est L'après-midi d'un faune, donc dont j'ai cité quelques vers ici, 4 vers. Donc L'après-midi d'un faune, donc qui est un des grands poèmes. C'est un des 2 grands poèmes à la fois de la jeunesse, mais que Mallarmé va continuer à travailler pendant très longtemps, hein, pas jusqu'à la fin de sa vie. Enfin, il est mort jeune. Hein, il est mort à 56 ans, 98, donc 42-98, il est mort à 56 ans, donc relativement jeune, et donc il a continué à travailler jusqu'à peu près une dizaine d'années de sa mort sur l'après-midi d'un faune. Alors, donc l'après-midi d'un faune, en fait, c'est un discours un petit peu onirique, hein, qui est tenu donc par ce personnage du faune, qui est un personnage mythologique, hein, c'est un être hybride, humain, mais avec des traits animaux, hein, des cornes, des sabots, des oreilles pointues, poilues, etc. Bon, donc c'est le rapport à la nature, hein, c'est le rapport du poète. C'est ce poète qui est un être humain, mais qui a en même temps une sorte de dimension animale qui fait qu'il est particulièrement sensible au rapport à la nature. Donc tout le poème, c'est une espèce de discours onirique. Alors le faune, donc le cadre est mythologique. Hein, le faune, donc est-ce qu'il a aperçu des nymphes ou est-ce qu'il en a rêvé, hein, aimais-je un songe, est-ce qu'il les a vus, est-ce que c'est un pur fantasme, est-ce qu'il les a rêvés, on ne sait pas trop. Hein. Donc tout son discours donc va porter sur ces nymphes, ces belles nymphes qui sont évidemment des figures de la beauté féminine, comme l'autre poème Hérodiade que Mallarmé écrit aussi en parallèle. Et donc c'est un discours en fait métapoétique, hein, c'est un discours sur la poésie à partir donc de ce souvenir ou de ce fantasme, on ne sait pas trop, donc des nymphes. Hein. Et alors, qu'est-ce qui ressort de ce discours donc du faune? Donc le faune, c'est un poète, hein, c'est un musicien aussi, puisque il joue de la flûte, flûte qui est taillée dans les creux roseaux, hein. Donc les creux roseaux, ça nous renvoie les roseaux, ça nous renvoie aux roseaux de la mer Repos, ça nous renvoie aux roseaux de la Chine évidemment, et d'autant plus que ces roseaux sont creux, ça nous renvoie donc au thème du vide, qui est aussi évidemment un thème chinois. Hein. Alors ce qui est intéressant ici, c'est l'idée de ligne. Vous voyez, c'est l'idée de ligne, donc cette ligne qui est à la fois une ligne poétique, hein, je rappelle qu'en anglais, vers, ça se dit line, hein, donc c'est la ligne du vers, du poème, hein, c'est la ligne musicale, hein, c'est la ligne de la mélodie, puisque le faune joue de la flûte, et c'est aussi une ligne graphique, hein, donc poésie, peinture, musique. Hein, voilà, c'est dans ce mot ligne, et on le voit bien, vous voyez, donc évanouir du songe, alors donc, puisque le faune, il songe, peut-être il rêve, hein, donc faire surgir de ces images intérieures du faune, hein, donc un contour, hein, un contour qui est celui du dos, hein, ou du flanc de ces nymphes. Voilà. Donc le faune se représente mentalement ces nymphes, il s'en fait une image intérieure, et le discours poétique, au fond, va consister à essayer de proposer une sorte de traduction, de transposition, hein, à la fois poétique, musicale et picturale de cette forme féminine parfaite qui est celle de la nymphe. Voilà. Hein. Et donc j'en arrive à ma deuxième partie que j'ai intitulée donc une esthétique du tracé. Une esthétique du tracé. Alors revenons à la lettre de François Coppée, à la lettre à François Coppée, à la citation 1. Voilà, donc on va revenir à la citation 1. Citation 1, donc la mélodie, hein, de ces poèmes en est une ligne fine. Hein. Et ici, il faut rappeler donc que dans la lettre de Mallarmé, c'est déjà ce terme de ligne renvoie à une double métaphore, hein, puisqu'il ne s'agit ici ni de musique
ni de dessin ou de peinture, mais de poésie. Hein. Donc on voit bien déjà dans cette lettre, enfin déjà ou en même temps, on voit bien qu'il y a le triple sens à la fois poétique, musical et pictural. Hein. Or, ce qui est très intéressant ici, c'est que dans l'esprit de Mallarmé, donc cet art de la ligne est associé à la Chine, hein, au moins par allusion à l'esthétique chinoise, puisque cette ligne fine du recueil poétique est, dit Mallarmé, comme tracée à l'encre de Chine. Alors, il s'agit d'une comparaison, bien sûr, mais qui ne peut pas venir par hasard sous la plume du poète. Hein. Et on retrouve d'ailleurs une métaphore analogue dans La de la mer repos, au vers 24-25, où une ligne, hein, je rappelle, une de ces vers, une ligne serait un lac, trois grands cils d'émeraude roseau. Hein. Pour Mallarmé, le travail du poète donc s'apparente à l'art de la peinture chinoise et aussi peut-être de la calligraphie chinoise, hein, puisque les caractères chinois sont évidemment des signes verbaux, analogues à des lettres, puisque chaque sinogramme correspond à un son. Hein. Mais en même temps, un certain nombre de sinogrammes, pas énormément finalement, bon, il ne faut pas exagérer dans ce sens, mais il y a quand même un certain nombre de dessins de sinogrammes chinois, sont des dessins stylisés. Hein. Et par une sorte d'instinct, donc Mallarmé voit dans la poésie telle qu'il la conçoit une certaine proximité avec l'art chinois, donc de l'écriture et de la calligraphie. Voilà, donc ce que je vais essayer de montrer, c'est que cette intuition est tout à fait juste. Alors, cette stylisation dont parle Bertrand Marchal et dont j'ai parlé tout à l'heure, donc, elle implique une poétique de la ligne ou du trait. Hein. Si on revient sur la formule, donc par laquelle j'ai commencé, c'est la citation numéro 3, hein, l'écrit en vol tacite d'abstraction. Hein, en fait, cette formule, cette conception de la poésie, qui encore une fois donc résume un petit peu l'esthétique de Mallarmé, eh bien, elle conduit à une simplification de la réalité. Hein, c'est ce qu'on a vu dans l'après-midi de la faune. Les objets se réduisent à un contour, hein, comme on peut le voir dans les formes les plus dépouillées de la peinture chinoise, ainsi que dans certains sinogrammes. Alors ici, je vais citer donc François Cheng. Voilà, c'est la citation numéro 7, donc, hein, c'est la 3e citation ici. La formation même des idéogrammes, dit François Cheng, a habitué les Chinois à saisir les choses concrètes. Alors, j'insiste, vous voyez, les choses concrètes. Hein, y a bien un rapport du concret à l'abstrait. Hein, saisir les choses concrètes par les traits essentiels qui les caractérisent. Il y a bien un mouvement d'abstraction. Alors, François Cheng ne donne pas d'exemple, mais là, je me cantonne à quelques idéogrammes parmi les plus élémentaires. Hein, quelques idéogrammes, donc, qui, me semble-t-il... Merci beaucoup, merci. Quelques idéogrammes donc, qui traduisent exactement cette idée de François Cheng. Hein. Donc on voit bien la montagne hein, avec la ligne là, qui indique le sommet, hein, donc l'arbre avec évidemment le tronc, les deux racines, une branche horizontale. Hein. Donc ce caractère bon, qui n'est plus usité, je pense, depuis longtemps, mais dont on voit bien qu'il est la forme stylisée d'un animal. Alors encore plus stylisé, vous voyez, si on va encore plus loin dans la stylisation, on n'a plus que la tête et puis les deux pattes. Hein. Et alors, vous aurez peut-être remarqué que je suis l'ordre du minéral à l'humain en passant par le végétal et l'animal, donc le chien, et enfin l'homme. Alors c'est très significatif parce que Claudel écrit à Mallarmé pour s'émerveiller sur ce... voilà. Et là, ici, vous voyez, c'est vrai que personnellement, enfin, je ne sais pas si tout le monde partage ce point de vue, mais personnellement, je trouve ce sinographe, pour moi, c'est une pure merveille. C'est quelque chose, j'ai toujours été fasciné. C'est peut-être en grande partie à cause de ce sinogramme, peut-être que j'ai fini par m'intéresser vraiment de très très près à la Chine. Vous voyez, là, on est vraiment à l'extrême de la stylisation. Hein. Bon, il y a plus de... Il y a même pas de tête. Enfin, si, il y a quand même, parce que il y a quand même tout l'art de la calligraphie. Hein. Il y a quand même peut-être un semblant de tête. Il y a plus de sexe, évidemment. C'est la stylisation à l'extrême. Hein. Bon. Et donc Claudel s'émerveille sur ce sinogramme dans une lettre à Mallarmé, donc je citerai dans l'ouvrage.
Alors, il s'agit donc en quelque sorte de résumer la chose, de condenser sa présence et son identité en dégageant son essence, qui est en l'occurrence donc une forme schématique. Et là, donc je cite à nouveau François Cheng, c'est la citation numéro 8. Les signes idéographiques visent moins à copier. Donc, vous voyez, c'est toute cette question de la mimésis. Il s'agit de refuser la mimésis, et Dieu sait si c'est un thème important chez Mallarmé, moins à copier l'aspect extérieur des choses qu'à les figurer. Et là, je pense que François Cheng, on sent à quel point il a vraiment senti quelque chose d'essentiel ici dans cette notion de figuration, qui me paraît vraiment tout à fait essentielle. Donc, les figurer par des traits essentiels dont les combinaisons révéleraient leur essence, ainsi que les liens secrets qui les unissent. Et là, il y a aussi, là, je crois que ça va droit. Je pourrais pas beaucoup développer, mais surtout que le temps passe très vite. Finalement, je crois que je vais m'en tenir aux quelques premières pages de ma conférence. Si ça continue, je vais beaucoup moins vite que je ne l'imaginais. Mais non, mais ça fait rien, je résumerai pour la suite, c'est pas bien grave. Donc ici, c'est vraiment extrêmement, enfin ça me paraît vraiment résumer à la fois donc la conception que François Cheng dégage au fond de la nature même du sinogramme, et aussi de la conception que Mallarmé se fait de la poésie. C'est-à-dire dégager du monde des traits essentiels, du monde et des choses des traits essentiels, et en dégageant ainsi des traits essentiels, mettre en rapport les choses les unes avec les autres. Ça me paraît tout à fait caractéristique de la poétique mallarméenne. Voilà. Alors, donc je passe, parce que de toute façon je vais être amené. Non, je vais être amené. C'est filmé, etc. Et tu prends bien ton temps. Oui, non, mais si je prends mon temps, on en a jusqu'à 3 heures. Voilà. Donc, non, mais c'est pas grave. Mais je vais quand même, je résumerai. Il y a des choses que j'ai annoncées un petit peu bon, pour essayer de synthétiser un petit peu l'ensemble très rapidement, c'est donc toute cette esthétique mallarméenne donc qui se résume par cette formule envol tacite d'abstraction, donc cette idée d'abstraction qui est fondamentale. Au fond, donc l'idée, mais je vais développer par la suite, que je résume ici très rapidement, c'est que cette notion d'abstraction, donc au fond, elle comporte deux aspects, qui sont deux aspects complémentaires. Un aspect de dématérialisation, dématérialisation de l'être, dématérialisation du monde, une sorte de déterrification du monde, je dirais, d'où l'image de la transparence, du filigrane dans l'A de la mer repos, et cette espèce donc de volatilisation, comme dit Mallarmé, du monde, conduit donc justement à dégager des caractéristiques essentielles, des rythmes essentiels, des rythmes purs, comme dit Mallarmé, j'y reviendrai. Alors, j'en arrive donc, mais je vais développer tout ça, je vais développer tout ça dans la suite, et j'en arrive donc au troisième point de mon propos, donc que j'ai intitulé Poétie de l'allusion, et donc là évidemment je renvoie à nouveau au titre de l'ouvrage de François Julien, la valeur allusive. Alors, je commencerai donc par une citation. Alors donc, la divine transposition va du fait à l'idéal. Vous voyez, là donc j'ai pas commenté la citation numéro 9. La divine transposition va du fait à l'idéal. Alors, vous voyez cette idée de figuration, de transposition, l'idée que la poésie ne copie pas le réel, mais le transpose dans un discours qui part du fait, du concret, pour nous conduire jusqu'à l'idéal. Alors, vous voyez que ces termes sont très importants évidemment parce qu'ils sont empruntés à Baudelaire. On voit que, encore une fois, Mallarmé ne rompt jamais avec Baudelaire. Et on voit que peut-être qu'il y a une certaine tradition philosophique sur laquelle François Julien peut s'appuyer pour dire que la Chine, qui n'est pas dualiste, qui n'est pas idéaliste, etc., peut s'opposer. Pardon. Peut s'opposer directement à l'Occident, mais en fait, on voit que Mallarmé est peut-être le point d'aboutissement, ou en tout cas un chaînon très important d'une tradition poétique où il n'y a pas de rupture entre le fait et l'idéal. Alors ça, je développerai dans l'ouvrage
je veux pas polémiquer ici, mais dans l'ouvrage, je polémiquerai beaucoup plus contre François Julien et contre sa lecture même de la tradition philosophique occidentale. Et donc là, ça m'a amené à découvrir des choses auxquelles j'avais guère pensé avant, mais par exemple à des lectures phénoménologiques de Descartes, hein, comme celle de Jean-Luc Marion. Là, c'est extrêmement intéressant, où Jean-Luc Marion montre mais que Descartes n'est pas du tout, je le croyais jusqu'à il y a encore quelques semaines, je croyais que Descartes c'était vraiment ce dualiste caricatural, il y a l'âme et il y a le corps, il y a la substance pensante et il y a la substance étendue, et puis il y a toute la pensée de Descartes vise justement à montrer qu'il y a une union de l'âme et du corps, et que l'être humain c'est une union des deux, et que c'est pas du tout cet être brisé qu'on présente. Alors je remonte aussi jusqu'à Platon en essayant de montrer sur des textes très connus, hein, la division de la ligne, c'est une ligne. La division de la ligne, c'est une ligne. On commence au point de départ, on va jusqu'au bout, et c'est toujours la même ligne. C'est la continuité des points. Donc il n'y a pas du tout... alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des accents dualistes, il n'y a pas, bien sûr, chez Platon, mais en tout cas, c'est beaucoup moins caricatural, me semble-t-il, qu'on le dit souvent. Et je me semble que, encore une fois, donc le propos de François Julien, son propos de dire la Chine permet de penser l'impensé de l'Occident, mais il me semble que son impensé, c'est quand même en grande partie une construction qui ne correspond pas toujours, me semble-t-il, à la réalité de la pensée européenne. Alors, ce qui me paraît intéressant justement chez ces gens comme Baudelaire ou Mallarmé, c'est qu'en fait, eux, ils ont lu Descartes, ils ont lu Platon, mais peu importe, ce ne sont pas des philosophes, et donc ils réintroduisent au fond une vision de la réalité qui est beaucoup plus proche de la chinoise qu'on pouvait l'imaginer. Alors, je commence donc ce troisième point avec la citation numéro 10. Hein, parler n'a trait à la réalité. Alors là, franchement, j'ai découvert ce matin dans le train, en relisant le texte de ma conférence, parler a trait à la réalité. Pourquoi Mallarmé dit-il avoir trait à, au lieu de dire avoir rapport à? Alors c'est plus joli, mais avoir trait à, c'est la notion de trait. Hein, c'est la notion de tracé, hein, et donc abstrait, abstraction, tirer d'eux, retirer d'eux, distrait aussi, l'adjectif distrait qu'on trouve dans là de la mer repos, tous ces termes tournent autour d'une constellation, hein, qui forme une cohérence tout à fait étonnante. Hein. Alors, donc dans ce passage, Mallarmé distingue donc l'usage ordinaire de la parole, c'est une de ses grandes idées, hein, l'idée que donc le poète évidemment emploie les mots de tous les jours, hein, il parle quasiment comme tout le monde, sauf la syntaxe de Mallarmé sur laquelle je reviendrai. Mais l'idée que le langage poétique est malgré tout donc un usage particulier du langage ordinaire, hein, et que donc le langage poétique ne se confond pas tout à fait avec le langage, même pas du tout avec le langage ordinaire, même s'il emploie les mêmes termes. Donc parler n'a trait à la réalité des choses, donc parler ne se rapporte à la réalité des choses que commercialement. Hein. Donc je commente très vite, donc c'est l'idée que dans le langage ordinaire, il y a une sorte de bijection, comme on dirait, hein, une sorte d'équivalence parfaite entre le mot et la chose désignée. Hein, voilà. Bon, si j'ai soif, je demanderai à Véronique de me passer de l'eau. Voilà, hein, tout le monde va comprendre, et c'est fait pour ça. C'est fait pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. L'idée de Mallarmé, c'est que, au contraire, le langage poétique va introduire une sorte de jeu, hein, une sorte de flou, et donc détruire cette équivalence parfaite du mot et de la chose désignée. Hein. En littérature, alors il ne faut pas oublier que pour Mallarmé, la littérature, les lettres, en fait, c'est la poésie. Hein. Cela, donc, se rapporter aux choses parlées, hein, se contente d'y faire allusion, et à nouveau, vous voyez ce thème de l'allusion, hein, ou de distraire leur qualité qu'incorporera quelque idée. Hein. Alors, bon, là, je suis désolé, je dois aller très vite, parce que sinon, encore une fois, j'aurai pas le temps d'aller jusqu'au bout. Donc ici, c'est extrêmement intéressant, parce que c'est une définition, au fond, de l'abstraction au sens logique. Hein. Vous voyez, distraire une qualité qu'incorporera quelque idée. Voilà, je vois le tableau blanc, je vois une page blanche, et puis donc j'en tire, voilà, c'est l'abstraction au sens logique. Hein. Je vois plusieurs objets blancs différents, et à force de les
allez voir, c'est la théorie empiriste, je finis par en dégager l'idée de blanc. Hein, c'est exactement ça que Mallarmé ici. Donc dans la conception de Mallarmé, il y a un rapport extrêmement intéressant, très compliqué, ambigu, entre les deux formes d'abstraction, hein, une forme d'abstraction intellectuelle, logique, et une forme d'abstraction spatiale, musicale, poétique. Et ça, donc là, ça me paraît extrêmement intéressant, et à mon avis, c'est ça qui détruit complètement la thèse de François Julien. Hein, parce que même si on revient à Platon, il faut quand même rappeler que chez Platon, l'un des termes qui désigne le mot eidos, et ça donc j'en parlerai dans le livre, ça signifie forme, hein, quand même. Hein. Il ne faut pas oublier que chez Platon, l'idée est une forme. Hein, eidos, c'est la forme. Donc c'est quelque chose à voir, ça a quelque chose à voir avec le contour, hein, avec la ligne, le contour dont je parlais tout à l'heure chez Mallarmé. Et donc, vous voyez, je pense que la poétique de Mallarmé, au fond, remet complètement, radicalement en question tout le dualisme occidental. Donc ça, je développe à partir de Descartes aussi, hein, l'espace d'un côté, donc l'espace des choses sensibles, l'espace extérieur, et puis donc l'intelligence, la pensée, l'immatériel, la substance pensante, comme dit Descartes, qui l'oppose à la substance étendue. Ce qu'on voit chez Mallarmé, c'est qu'en fait les deux sont entrent sans cesse en interaction les uns avec les autres. Hein, voilà. Donc voilà un des thèmes que je souhaiterais développer. Alors, comment comprendre donc ici, comment comprendre que le thème de l'abstraction, donc ici qui est aussi une abstraction logique, mais alors, vous voyez, d'où l'intérêt du trait aussi, hein, même ici, c'est l'abstraction logique, vous voyez, distraire une qualité qu'incorpora quelque idée, hein, distraire, enlever de la chose sa qualité de blancheur pour l'incorporer dans l'idée de blancheur. Hein. Cette conception de l'abstraction, elle est aussi liée au thème du trait, hein, de distraire, un trait distrait, ça me paraît extrêmement intéressant. Alors, comment comprendre que le processus d'abstraction soit associé ici donc au thème de l'allusion? Alors, l'idée, évidemment, c'est que la poésie ne présente pas directement les objets qu'elle évoque. Hein, elle se contente d'y faire allusion. Et l'un des moyens donc de ne pas présenter directement l'objet, eh bien, c'est de l'estomper, de l'atténuer, de le faire disparaître, au moins dans une certaine mesure, en le dématérialisant, hein, ou encore en ne l'évoquant que par une de ses parties ou de ses caractéristiques essentielles. C'est pourquoi il y a un rapport étroit donc dans la pensée de Mallarmé entre ces trois notions, hein, allusion, abstraction, hein, deux mots donc, qui sont utilisés par Mallarmé, donc je mets entre guillemets, et dématérialisation, mot que Mallarmé n'emploie pas, mais qui traduit d'une manière approximative, me semble-t-il, le processus poétique tel qu'il l'entend. Hein. Et là, donc, je cite un texte très important à mon sens, c'est la citation numéro 12. Hein. Donc, il y a un texte que Mallarmé écrit une première fois donc, dans la musique et les lettres, et qu'il va citer, ensuite il se cite lui-même, c'est extrêmement intéressant, dans Crise de vers. Donc, deux textes, ils sont vraiment des textes extrêmement intéressants, extrêmement importants sur sa conception esthétique, hein. Et donc, c'est particulièrement significatif, évidemment, qu'il ne réécrive pas ce texte, qu'il se cite lui-même. C'est la seule fois où ça arrive, hein, dans l'ensemble des divagations. Donc, alors, il s'agit de l'art littéraire, de l'art littéraire. Alors, sortilège. Donc, il y a un texte de Mallarmé qui s'intitule Magie. Il y a quelque chose de magique, hein, de l'enchantement. Alors, c'est pour ça que j'ai mis Mallarmé sous le signe de Sikontou, hein, avec de l'ancien faire de la nouveauté, parce que Mallarmé, il y a tout un rapport à la magie, à l'alchimie, etc. Ça renvoie à toute une série de représentations médiévales. Bon, il ne faut pas oublier que Mallarmé est un successeur des romantiques. Enfin, à mon sens, c'est aussi un grand romantique. Donc, il y a toute cette fascination pour la culture médiévale qui va, me semble-t-il, très loin chez lui. Et donc, son sortilège à lui, si ce n'est libérer. Alors, libérer, donc, l'esprit. Hein, libérer l'esprit. Donc là, il faut traduire Mallarmé. Hein. Là, moi, j'ai appris à lire Mallarmé grâce à mon directeur de thèse qui m'a dit il faut faire de la grammaire et il faut traduire ça en français ordinaire. Voilà. C'est une fois qu'on est un petit peu entré dans la syntaxe de Mallarmé, ça devient beaucoup plus clair. Donc, qu'est-ce que c'est que son sortilège à l'art littéraire, hein? Qu'est-ce que c'est si ce n'est libérer l'esprit? Hein, libérer l'esprit, alors de quoi? De la matière, voyez, hors d'une poignée de poussière ou réalité. Hein,
alors ça, c'est tout à fait typique du style de Mallarmé, c'est-à-dire qu'il pose une équivalence entre les deux. Hein. Qu'est-ce que c'est que la réalité? C'est la poussière. C'est le mythe de la Genèse. Hein. C'est le mythe de la Genèse, c'est Dieu qui crée l'homme à partir de la poussière du sol. Hein. Il y a cette idée. Bon, c'est l'idée que toute réalité, au fond, vient évidemment de la terre, c'est la poussière. Hein. Donc, libérer l'esprit hors de la matière, hein, et donc sans pouvoir l'enclore au livre, hein, sans pouvoir l'enfermer dans le livre, même si ce livre est un texte, hein, sans l'enclore au livre, même comme texte. Pourquoi? Eh bien parce que l'esprit, c'est la dispersion volatile. Voilà. C'est la dispersion volatile, donc on ne peut pas l'enfermer. Donc l'esprit, on ne peut pas l'enfermer évidemment dans un signifiant, dans un contenu matériel, mais on ne peut même pas l'enfermer dans un texte, hein, ce qui est pour Mallarmé le summum au fond du médium. Hein. C'est le summum du moyen d'expression. C'est le texte. Hein. Alors bon, quelquefois c'est la musique, il varie un petit peu. Hein. Il y a des textes dans lesquels, pour lui, c'est la musique qui est le moyen d'expression suprême. Quelquefois, c'est la poésie, ça dépend. Ça varie, il y a une sorte d'oscillation ici. Hein. Mais ici, il est clair que pour lui, c'est vraiment le texte qui est le meilleur moyen d'emprisonner l'esprit, au fond, d'exprimer l'esprit. Hein. Voilà. Alors, d'où l'idée que bien l'esprit, comme on ne peut pas l'emprisonner dans le texte, eh bien, on va l'emprisonner dans les blancs. Hein. Voilà. Et là, ça me paraît tout à fait chinois. Alors, donc il y a aussi une réflexion donc parallèle, toute une expression. Alors oui, non, tout de même, non, je voudrais pas passer trop vite quand même, et donc quand même souligner à quel point donc cette conception, hein, de l'esprit, vous voyez, qui s'envole de la matière, hein, en quelque sorte, donc qui est une contestation de tout dualisme. Hein, voyez, libérer l'esprit de la matière, donc l'esprit vient de la matière. Je voudrais quand même souligner à quel point ça renvoie à des représentations anciennes, mais pas si anciennes que ça. On trouve ça chez Rabelais, par exemple. Hein, dans l'ouvrage, je citerai un passage du tiers-livre qui est extrêmement intéressant. Alors du coup, par hasard, comme je lisais par hasard, enfin je relisais par hasard aussi l'histoire de la folie de Michel Foucault, ou pour toute autre chose, à propos d'une communication sur Antonin Artaud, quoi qu'on ne soit pas si loin que ça de ces considérations-là, mais j'ai été stupéfait de voir Foucault, qui a fait un travail extraordinaire sur, si vous voulez découvrir la pensée du Moyen-Âge, lisez l'histoire de la folie, lisez les mots et les choses, le chapitre sur les signatures des mots et les choses. On n'a rien écrit de plus incisif, à mon avis, sur cette pensée du Moyen-Âge, et donc sur des notions qu'on trouve dans la pensée du Moyen-Âge. Alors, où est-ce que j'ai... oui, c'est ça. Alors, je vais reprendre mon propos, hein, si vous voulez, pour pas dire de bêtises. Donc, cette conception d'un esprit qui émanerait de la chose, hein, comme un parfum, est à comprendre donc un peu au sens de l'ancienne médecine, qui parlait des esprits animaux. Hein. Donc là, dans l'ouvrage, je vais développer un petit peu cette question des esprits animaux, parce que ça concerne donc la médecine du XVIe, chez Rabelais, la pensée de Descartes. Hein. Et là, il y a des choses extrêmement intéressantes. Je citerai des passages de Descartes. Hein. Donc, les esprits animaux qui sont des sortes de particules très ténues et très légères, qui étaient considérées comme le principe de la vie et de la conscience, hein, et donc qui là aussi montre bien qu'à une certaine époque, il n'y avait pas du tout ce dualisme âme-corps qu'on présente aujourd'hui comme une sorte de compendium de la pensée occidentale. Hein. Et ça renvoie aussi, donc cette notion d'esprit est à comprendre un peu au sens de l'ancienne chimie, qui désignait par des expressions telles que esprit de vin, esprit de sel, hein, etc., des substances volatiles qui ont tendance à s'évaporer, à se dissiper, et dont les émanations se répandent dans l'air en dégageant une forte odeur, comme l'alcool ou l'acide. Hein, vous voyez, ça me paraît extrêmement intéressant. Esprit de vin, esprit de sel, hein, donc cette idée qu'il y a que l'esprit se dégage de la matière comme une sorte de parfum, hein, de substance volatile, et donc on a sans cesse ce genre d'image, enfin, on a à plusieurs reprises en tout cas, ce genre d'image chez Mallarmé. Alors, donc je
passe, voilà donc, alors cette notion d'idéalisme, voyez, l'idéalisme, hein, qui refuse les matériaux naturels pour ne garder de rien que la suggestion. Hein, donc, vous voyez, on voit bien là aussi comment tout ce mouvement donc d'abstraction, d'idéalisation qui fait passer du concret à l'abstrait, hein, est directement lié aussi chez Mallarmé, donc à cette notion de suggestion ou encore donc d'allusion, hein, suggestion, allusion, qui sont des concepts fondamentaux de l'esthétique mallarméenne. Alors, je passe donc à la citation numéro 14, alors qui est aussi donc un texte essentiel. Alors, à quoi bon la merveille? Vous voyez, à nouveau, là, cette espèce de rapport, il y a une pensée. Alors, c'est très important hein, chez Mallarmé, donc il y a tout un refus, évidemment, du rationalisme moderne. Donc ça, j'y insisterai dans l'ouvrage. Le rapport à une forme de non-savoir, en tout cas, un savoir qui n'est pas un savoir rationnel, qui, d'une certaine manière, dépasse le rationnel, mais qui aussi nous ramène à la réalité la plus sensible. Hein. Et là aussi, c'est l'image de la ligne chez Platon, hein, je regrette. Hein. C'est aussi le banquet de Platon, hein, quand même, l'éros platonicien. Il nous conduit quand même directement de la matière aux idées. Il n'y a pas du tout de saut. Hein. Il n'y a pas de saut. Il y a une continuité. Et d'ailleurs, il y a tous ces textes du banquet, hein, tous ces textes qui sont nécessaires pour, évidemment, dire ce qui est irreprésentable, mais ce passage de la matière la plus élémentaire jusqu'à l'idéalité la plus dépouillée, hein, si j'ose dire. Alors, donc, à quoi bon la merveille de transposer un fait de nature? Donc, vous voyez, transposer un fait de nature en sa presque disparition vibratoire. Hein, voilà. Donc, c'est cette notion très importante chez Mallarmé de transposition, hein, la transposition qui va du fait à l'idéal, hein, de la nature concrète. Alors, à un état, donc un état dématérialisé, éthéré, idéalisé, hein, qui chez Mallarmé renvoie d'ailleurs aussi à l'imaginaire et au rêve. Hein. Voyez donc cette dématérialisation qui conduit vers une disparition, une presque disparition de la chose, ça c'est très important, le presque, hein, tout est dans le presque, et beaucoup un certain nombre de poèmes de Mallarmé mettent en scène justement ce passage de la disparition disons, à la trace, hein, à la marque justement de ce presque, qui fait que ça disparaît pas complètement, hein. Mais cette disparition donc qui est de l'ordre de la vibration, et là à nouveau, vous voyez qu'on retrouve évidemment la lettre à François Coppée de tout à l'heure, hein, cette ligne et sa vibration extrême. Vous voyez que ce thème de la vibration, donc si ce n'est pour qu'en émane, sans la gêne d'un proche ou concret rappel, la notion pure. Voilà. Vous voyez comment, là aussi, on voit comment la notion pure émane comme un parfum du fait naturel, de la réalité concrète que le poète évoque. Alors, la citation numéro 15, donc je passe assez vite, hein, je fais disparaître les transitions, je passe très vite, mais toutes ces citations vont dans le même sens. Alors ça, c'est un des passages, à mon avis, les plus beaux, hein, de Mallarmé, c'est un des plus connus, c'est très cité, c'est tout à fait splendide. Donc je dis une fleur, alors une fleur, évidemment, ça rappelle encore là de la mer repos, puisque le peintre dessine d'abord une fleur après son paysage, hein. Donc c'est le poète qui dit une fleur, hein. Alors, hors de l'oubli où ma voix relègue aucun contour. Donc c'est évidemment l'idée, c'est l'idée un peu hégélienne, hein, même tout à fait hégélienne, c'est l'idée que quand je parle, j'exclus la réalité sensible, hein, puisque je remplace la réalité sensible évidemment par un mot. Hein. Donc la réalité sensible disparaît. Hein. Si je dis chaise, j'exclus par là même la chaise concrète, sauf si évidemment je la désigne en même temps. Hein. Donc quand le poète dit une fleur, donc il fait, comment dirais-je, d'une certaine manière, donc évidemment, il repousse la réalité extérieure, sensible, hein, il la remplace par un texte, par une parole poétique, mais en même temps, évidemment, cette chose, il l'évoque. Et là aussi, d'ailleurs, dans Magie, il y a une métaphore donc qui identifie la poésie à un processus d'évocation, hein, évoqué comme on évoque un petit peu, comme le magicien évoque un esprit. Hein, un esprit. Voilà.
Donc, hors de l'oubli où ma voix relègue aucun contour. Alors, là, c'est l'idée, évidemment, que quand je dis le mot fleur, je fais allusion donc à la notion de fleur, à la notion à la notion pure de fleur, et donc, je n'imagine pas, évidemment, une fleur précise. Hein. Quand je dis une fleur, ça peut être une rose, un œillet, une tulipe, etc. Hein. Et donc, je relègue dans l'oubli, je fais disparaître, évidemment, l'image précise, hein, la réalité, et même l'image précise de la chose, hein, en tant que quelque chose d'autre que les calices sus, donc les calices, les fleurs que je peux voir, sentir, etc., dans l'existence réelle. Hein. Et donc, hors de l'oubli, par ce mécanisme d'abstraction poétique, eh bien, se lève musicalement, hein, encore cette idée, vous voyez, de la vibration musicale, idée même et suave, l'absente de tout bouquet. Hein. Alors l'absente de tout bouquet, encore une fois, parce que cette fleur, c'est une fleur imaginaire. Hein, ce n'est pas une fleur réelle, donc on ne la trouvera jamais, évidemment, dans aucun bouquet réel. Hein, voilà. Donc, tout le paradoxe de la parole poétique, c'est de rendre présente une absence. Hein, voilà. De rendre présente une absence, c'est d'évoquer, donc de rendre d'une certaine manière présente cette fleur absente, hein, qui n'existe nulle part ailleurs que dans l'imagination du poète. Hein. Et vous voyez, idée même et suave. Idée même et suave, c'est une idée, c'est une notion pure, c'est une représentation intellectuelle, mais qui en même temps a une dimension presque sensuelle. Tout à l'heure, une vision poétique du monde qui ressemble davantage à certaines doctrines anciennes et médiévales qu'aux théories de la science moderne. Et c'est ce qui rend possible justement une comparaison entre certains aspects de l'esthétique développée par Mallarmé d'un côté, hein, l'esthétique et la pensée chinoise de l'autre. La conception de Mallarmé concernant la structure fondamentale du réel, telle que cette conception donc s'esquisse à travers les considérations du poète sur l'abstraction dématérialisante et schématisante dont j'ai parlé, n'est pas sans analogie avec la pensée chinoise ancienne. Et donc ici je cite Han Cheng, Histoire de la pensée chinoise, donc c'est la citation numéro 19, hein, dans le passage du Dao 10 000 lettres, donc je rappelle que les 10 000 lettres c'est l'ensemble de la réalité, hein, toutes les choses, on peut voir le souffle originel de qualité infiniment subtile, donc c'est l'esprit de Mallarmé tout à l'heure, hein, ce souffle originel de qualité infiniment subtile, se subdiviser, se diversifier en tsi de qualité de plus en plus grossière, dense et compacte. Hein, voilà, c'est cette continuité, vous voyez, du plus, on pourrait dire, est-ce qu'elle le dit ici, elle dit, non, pour l'instant elle parle du souffle, mais vous voyez après la quintessence du tsi qui était à la fois énergie vitale et influx spirituel. Hein. Le corps étant perçu comme du tsi à l'état le plus dense et le plus compact, celui-ci pour entrer en fusion avec le Dao doit être affiné le plus possible jusqu'à parvenir à la ténuité, à la subtilité de son état quintessentiel. Hein. Et ici, c'est-à-dire à l'état spirituel. Hein. Vous voyez cette continuité de la matière à l'esprit. Hein. Et il me semble que c'est justement cette théorie d'une continuité qu'on trouve chez Mallarmé, mais qui est aussi chez Platon. Hein, je regrette, donc je citerai, et là je suis vraiment désolé d'avoir à dire une chose aussi scandaleuse, mais je citerai un passage du Timée, le passage du Timée sur la création, hein, où on voit bien que donc c'est pas exactement l'esprit et la matière, mais c'est le même et l'autre, mais on voit bien que l'âme est dont participe l'âme de l'univers, dont participe l'âme humaine, elle n'est pas faite uniquement d'esprit, elle est faite de même et d'autre, elle est faite à la fois de substances pensantes, comme dirait Descartes, et de substances étendues. Là, je regrette, là, les textes sont parfaitement clairs là-dessus, et donc il ne faut pas caricaturer encore une fois Platon quand on veut dire que les Chinois ne sont pas platoniciens, que Platon n'est pas chinois. Je ne veux pas dire une chose pareille, hein, mais en tout cas la distance est quand même beaucoup moins grande qu'on le dit très souvent. Donc vous voyez tout ce mouvement, encore une fois, donc il y a un mouvement cosmologique, hein, le passage du Tao, bon, l'origine fondamentale, au souffle, et puis ensuite par tout un processus de solidification, de densification, de concrétion. Hein. Dans l'ouvrage, je rappellerai que concret, ça renvoie en anglais au concrete, hein, c'est le béton, le concrete, voilà, le concret c'est la chose solide, dure, hein. Et donc on voit bien comment il y a ce mouvement continu de l'abstrait au concret,
ou du spirituel au matériel, qui est tout à fait essentiel dans la cosmologie chinoise et dont on retrouve l'équivalent, me semble-t-il, l'analogue dans la pensée ancienne de l'Occident, dans la pensée médiévale et encore chez ces poètes comme Baudelaire et Mallarmé qui ont le culot de ne pas avoir lu les grands savants modernes et qui continuent donc à penser avec des schémas complètement révolus, mais qui ont encore, semble-t-il, un intérêt poétique. Voilà. Là, donc, c'est une description par François Julien d'un tableau. Donc, c'est dans Éloge de la Fadeur. C'est dans Éloge de la Fadeur, et donc c'est la description par François Julien d'un tableau chinois. Et donc, simplement, je voulais mettre en évidence à quel point, dans cette description d'une peinture chinoise, donc par François Julien, on trouvait tous les thèmes de. Pour moi, c'est une sorte de résumé de l'esthétique mallarméenne. Et donc, je veux pas avoir l'air provocateur. Je le dis dans le livre. Je le dis très crûment, je dis qu'à mon avis, François Julien n'aurait jamais parlé de la Chine s'il n'avait pas lu Mallarmé. Alors je ne sais pas d'abord ou avant ou en même temps, mais je pense que tout le discours enfin pas tout le discours, faut pas exagérer, soyons pas terroristes, mais en tout cas une bonne part de l'inspiration de François Julien vient de Mallarmé, je crois. C'est un grand lecteur de Mallarmé. D'ailleurs, il cite Mallarmé. Alors il dit toujours évidemment donc on peut pas rapprocher la Chine de la culture occidentale, il y a une barrière énorme, mais en même temps, il vous donne des tas d'indices pour vous inviter à le faire. Donc Mallarmé en est un. Il y a le néoplatonisme aussi, dont je parlerai pas trop pour l'instant parce que je réserve ça pour des travaux ultérieurs. Mais il y a là ici, c'est incroyable. Vous voyez, au premier plan, quelques arbres graciles. Donc cette idée, vous voyez, de schématisation, de raréfaction, au feuillage rare. Sont la seule expression distincte, Souvenez-vous tout à l'heure, le sens trop précis rature ta vague littérature, le refus de la précision, de la distinction, s'espaçant autour de ce bosquet. Alors, ce thème de l'espacement, là, c'est aussi fondamental chez Mallarmé, c'est justement un coup de dé jamais n'abolira le hasard, c'est toute la question de l'espacement, c'est un texte qui est organisé entièrement autour de la disposition des mots sur la page blanche, sur l'espacement des mots. Donc il y a tout un jeu typographique. Desroches-Basses évoque donc ce thème de l'évocation qui est fondamental chez Mallarmé, de place en place les contours. Donc on retrouve ce thème du contour, du tracé notamment de l'après-midi d'un faune. Tandis que de légères collines, vous voyez ce thème de la légèreté, d'une réalité éthérée, sur l'autre rive déploie au loin. Alors ce thème du déploiement, j'y reviendrai à propos de l'éventail, le thème du déploiement, reploiement, thème fondamental aussi bien chez Mallarmé que dans l'esthétique chinoise. Au vide de l'eau qui s'épand sur toute la partie centrale du rouleau répond la limpidité sans fond du ciel. Voilà. Donc ces thèmes, évidemment, ces thèmes de vide et de limpidité qui sont à la fois chinois et mallarméens, tout à fait mallarméens. Alors je me suis appuyé aussi, là j'en parle pas du tout, mais dans l'ouvrage je me suis appuyé sur les travaux de Stephen Owen. Je sais pas, tu connais Véronique, Stephen Owen. Donc il a beaucoup travaillé sur la poésie chinoise. Il a aussi donné un recueil extrêmement intéressant de textes esthétiques. Voilà, donc j'ai beaucoup travaillé et j'ai retrouvé tout à fait, donc je citerai les passages, tout à fait cette équivalence du vide, de la limpidité. Voilà. Donc c'est pas uniquement François Julien. Je veux le dire parce que comme Véronique me l'avait dit un jour très justement, il n'y a pas que François Julien. Donc là, c'est vrai, il n'y a pas que François Julien. Donc j'en parle beaucoup. Mais ça n'est pas ma seule référence, bien entendu. J'essaie aussi de trouver des références ailleurs que chez lui. Voilà. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'évidemment, le langage de Mallarmé me paraît très propre à décrire la peinture chinoise, mais évidemment, le langage chinois est aussi très propre à décrire l'art chinois, bien entendu. Et donc, je cite ici François Cheng, qui parle donc de ce taoïste, qui recherche d'abord le dépouillement, qui traduit en s'appliquant à ne représenter les éléments de la nature que sous des formes épurées à l'extrême, dessinées en traits volontairement insipides.
Voilà. Et l'insipidité, évidemment, là aussi, on retrouve la fadeur. Donc, vous voyez, il y a vraiment, me semble-t-il, ici, une proximité tout à fait stupéfiante entre le mouvement essentiel de l'esthétique mallarméenne et tous ces thèmes, qui sont des thèmes, alors surtout, effectivement, du taoïsme. J'y insiste dans l'ouvrage, j'insiste sur le fait que c'est vrai que la comparaison entre Mallarmé et la Chine, c'est quand même essentiellement une comparaison entre Mallarmé et le taoïsme, il faut le dire. Mais donc là, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais il y a quand même le côté confucéen. Il y a le côté confucianiste, et c'est incroyable, même ce côté-là y est. Donc je parlerai d'une série de textes des divagations qui s'intitule Office, qui sont donc une série de textes sur la représentation esthétique que Mallarmé donc conçoit comme une espèce de, à la fois, enfin comme une sorte de réalité intermédiaire entre le rituel de la messe et la pièce de théâtre, la représentation théâtrale. Et il y a toute cette idée au fond que l'art pourrait remplacer au fond les institutions politiques. Donc cette idée confucéenne que le rite conforme, le rite, c'est tout à fait extraordinaire. Je citerai les passages et je les commenterai. Donc aujourd'hui je regrette un petit peu parce que c'est quand même un aspect aussi extrêmement passionnant. Mais cette idée au fond que la réunion des citoyens dans un lieu où ça fait penser à la tragédie grecque aussi un petit peu, dans un lieu où se représenterait donc l'œuvre d'art qui est à la fois donc réalité scénique, réalité poétique et réalité musicale aussi, eh bien permettrait au fond de fonder le lien social, sans institution politique. Mallarmé est une espèce d'anarchiste. On sent bien qu'il éprouve une indifférence, je ne vais pas dire un mépris, non, ce serait aller trop loin, mais une indifférence à peu près complète pour les institutions politiques de son époque, mais avec cette idée donc qu'on pourrait les remplacer par une espèce de structure esthétique. Voilà. Alors, cinquième partie, donc, je vais passer très vite puisqu'en fait j'ai dit l'essentiel. Cinquième partie, donc, ce sont les rythmes, c'est le rythme universel de l'alternance. Le rythme universel de l'alternance. Donc, j'ai dit rapidement, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je vais pouvoir passer très vite. C'est donc ce schéma. Alors, ça part chez Mallarmé, là aussi c'est très intéressant. Ça part des rythmes biologiques. On voit ça dans un texte, donc je développerai évidemment dans le livre beaucoup plus, mais dans un texte de jeunesse de Mallarmé, d'ailleurs, qui est contemporain de la Mère Repos aussi, c'est dans ces années-là. C'est igitur, donc c'est l'adverbe latin qui signifie donc, igitur, donc je prononce à l'ancienne, vous pouvez dire igitur. Non, au contraire, je prononce selon la prononciation restituée, ou prétendue restituée du latin, donc igitur, donc. Et dans ce texte, il y a toute une série de variations sur les rythmes essentiels, sur les rythmes physiologiques, le rythme du cœur et le rythme du souffle. Et il me semble qu'on peut donc voir assez bien comment, à partir de là, à partir de ce texte qui est un texte de jeunesse, donc Mallarmé va développer toute une méditation justement sur les rythmes fondamentaux de la réalité, qui sont toujours pour lui des rythmes duels. Et donc évidemment, on pense ici au souffle, au qi, dans la pensée chinoise, mais aussi évidemment à l'alternance yin-yang. Et chez Mallarmé, d'ailleurs, il y a aussi tout un jeu sur l'alternance, l'oscillation, le thème de l'alternatif. On voit ça dans Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Il y a une voile alternative. Donc vous voyez la voile donc qui renvoie évidemment à la métaphore, à l'image de la navigation, mais c'est une voile alternative, elle aussi d'un côté et de l'autre, et donc ça renvoie à tout le schéma qu'on trouve très souvent chez Mallarmé, c'est l'éventail aussi évidemment. Voilà. Donc tous ces thèmes sont liés et tous ces thèmes renvoient donc à des structures fondamentaux de l'univers et à des structures fondamentales de l'univers, pardon. Alors, j'en arrive donc maintenant à ma sixième partie que j'ai intitulée le vide. Le vide. Donc je commence par une citation de François Chang. Le Tao d'origine donc est conçu comme le vide suprême d'où émane l'un. Alors, je parlais tout à l'heure du néoplatonisme, donc là, je ne vais pas développer parce qu'encore une fois, donc je réserve en fait d'autres travaux sur les rapports entre Mallarmé et le néoplatonisme, donc je vais pas tout dévoiler d'un coup, mais ici, il me semble qu'il y a, bon, évidemment, chez les néoplatoniciens, c'est pas le vide, c'est l'un, mais il me semble qu'il y a quand même dans cette espèce d'idée d'une procession, du Tao originel au Tsi,
hein, le souffle fondamental. Hein, l'un, d'ailleurs ici, le vide suprême d'où émane l'un, hein, et ensuite une procession avec le dédoublement du souffle, hein, le yin et le yang. Il me semble qu'il y a quelque chose qui est assez proche au fond d'idées néoplatoniciennes. Alors, je dois à François Julien, d'ailleurs je dois remercier François Julien là aussi pour le rapprochement, parce que dans la valeur allusive, c'est ça qui est très bien. Dans la valeur allusive, François Julien n'est pas encore devenu ce dogmatique de la différence qu'il est devenu après, et donc il y a des tas d'intuitions comme ça, hein, le rapport avec le néoplatonisme, le rapport avec Mallarmé, et le rapport avec le romantisme allemand aussi, à plusieurs reprises, il y a des rapprochements avec le romantisme allemand qui sont extrêmement intéressants. Alors, donc ici, vous voyez cette idée d'un vide originaire. Alors, il faut revenir à la... ça, c'est à propos des rythmes... c'est ça, hein, c'est le yin-yang, hein, c'est le souffle, c'est le tsi, le souffle du tsi, le yin-yang. Et donc, et alors la citation numéro 24, bon, qui est intéressante parce que, vous voyez, ces rythmes fondamentaux, hein, une raréfaction des images en quelques signes comptés. Voilà, hein, la raréfaction des images en quelques signes comptés. Donc, c'est un thème qui revient fréquemment sous la plume de Mallarmé. Donc, c'est l'idée, encore une fois, qu'il y a des structures rythmiques fondamentales de l'univers, hein, et qu'il associe ici au dessin japonais. Voilà. Donc c'était pour, encore une fois, pour montrer, vous voyez, que dans son esprit, encore une fois, tous ces éléments, il y a quand même une conscience, hein, il me semble, il y a vraiment une conscience assez stupéfiante quand même, que tous les thèmes fondamentaux, enfin, que beaucoup de thèmes fondamentaux de son esthétique ont un rapport avec l'Extrême-Orient et avec l'art de l'Extrême-Orient. Hein. Voilà. Donc c'est à titre de preuve, si vous voulez, mais le passage a lui-même un intérêt. Mais voilà. Alors vous voyez donc la fusion de quelques redites comptées et la fusion de quelques redites comptées. Hein. C'est l'idée que la littérature, il y a cette grande idée chez Mallarmé aussi que le monde doit aboutir à un beau livre. Donc l'idée qu'on va résumer le monde, hein, justement à ces structures fondamentales, à ces rythmes fondamentaux, hein, quelques redites comptées. Bon, il n'a jamais réussi, hein. Il n'a jamais réussi à le faire, mais il y a rêvé. Hein. Donc là encore, voyez, des moyens typiques et suprêmes dont le nombre n'est pas illimité. Hein, voilà, toujours cette idée d'une espèce d'inventaire. Hein. Les caractères initiaux de l'alphabet dont chaque comme touche subtile correspond à une attitude de mystère. Hein, et là aussi, voilà, donc citation 28, les purs motifs rythmiques de l'être. Hein, voilà. C'est ça, c'est vraiment la pure motif rythmique de l'être. Donc vous voyez comment toute la théorie de l'abstraction, hein, encore une fois, la dématérialisation, le fait de dégager de la réalité des éléments abstraits va conduire donc à cette idée de pur motif rythmique de l'être. Hein, donc dégager complètement de leur gangue concrète. Hein, voilà. Alors, on en arrive donc au vide. Hein, on en arrive au vide. Vous voyez, évidemment, cette notion de vide qui est tout à fait fondamentale dans la cosmologie chinoise, hein, puisque le vide est à l'origine. Alors, donc chez Mallarmé, alors là, ça renvoie à la fois à la tradition chinoise et aussi à la tradition occidentale, mais encore une fois, donc je réserve ça pour la suite, où je vais m'intéresser de plus près à tout ce rapport de Mallarmé avec la tradition occidentale. Mais, vous voyez, je n'ai créé mon œuvre que par élimination. Hein. Je n'ai créé mon œuvre que par élimination. Donc, vous voyez comment cette théorie de l'abstraction, petit à petit, je résume si vous voulez le mouvement, hein, comment cette théorie de l'abstraction, petit à petit, va conduire Mallarmé jusqu'au vide. Hein. On raréfie, on dématérialise, on dégage des structures schématiques, hein, on dégage des rythmes essentiels de l'être, et au-delà, hein, dans cette espèce de régression à l'origine, eh bien, on va vraiment jusqu'au point de départ, hein, jusqu'au vide. Je n'ai créé mon œuvre que par élimination. Hein, la destruction fut ma Béatrice. Alors, donc pour l'instant, je passe très vite parce que là, ça entraînerait des développements très très complexes. Enfin, en tout cas, très longs. Mais vous voyez, c'est intéressant de voir que Mallarmé donc va arriver. Je vais peut-être passer aux citations. Voilà. Pour garder une notion ineffaçable du néant pur, j'ai dû imposer à mon cerveau la sensation du vide absolu. Hein, voilà. Donc il y a un mouvement poétique, et là donc Mallarmé le dit très bien. Hein, il a creusé le vers, dit-il, dans ces années justement où il publie là de la mer repos, il travaille sur Hérodiade. Hein, il a creusé le vers, et là donc dans l'ouvrage, donc encore une fois je commente beaucoup plus longuement, hein, là de la mer repos, et donc je montre pas simplement, enfin j'essaie de montrer pas simplement tout ce qui permet de suggérer une
esthétique extrême orientale, mais aussi je vais essayer de montrer, j'essaie de montrer comment Mallarmé a encore une conception extrêmement négative du néant. Hein. Le vide, c'est l'angoisse, c'est la stérilité, c'est l'angoisse. Hein, c'est la mélancolie aussi, hein, c'est la dépression comme on dirait aujourd'hui. Hein, le vide, creuser, c'est entouré de toute une aura négative. Et donc mon idée, c'est qu'au fond, à partir du moment où Mallarmé devient chinois, eh bien, il se dégage de cette vision négative du vide ou du néant, et il en a une vision beaucoup plus positive. Et du coup, donc, la Chine, c'est une espèce aussi c'est aussi une espèce de travail spirituel. Hein, c'est aussi alors là aussi, évidemment, je cite François Julien qui se moque, évidemment, de l'Extrême-Orient à Gouroux. Je suis désolé, mais il semble bien que Mallarmé n'ait pas été, même à cette dimension-là, il semble bien qu'il ait été assez sensible à cette dimension de l'Extrême-Orient à Gouroux, puisqu'il semble bien avoir cherché aussi, dans ce rapport à la Chine, une façon de se libérer de tout ce nihilisme occidental, hein, qui est celui du 19e siècle. Et notamment, donc, alors, il parle aussi du néant bouddhiste. Hein, c'est extrêmement intéressant. Donc là, je suis obligé de passer très vite. J'en parlerai dans le livre. Mais à l'époque, donc il y a un livre de Roger Paul Droit qui s'intitule Le culte du néant, qui est extrêmement intéressant, dans lequel Roger Paul Droit donc analyse justement toute cette image nihiliste, hein, du bouddhisme au 19e siècle. Donc on sent que Mallarmé baigne dans on sent qu'il baigne, hein, dans ce milieu. Vous voyez, garder notion ineffaçable du néant pur, hein, mais en même temps, on sent bien qu'il y a chez lui donc un mouvement très fort, hein, pour sortir de cette espèce de nihilisme du 19e siècle, de cette espèce de nihilisme mélancolique, et pour donner donc à ces notions de néant et de vide une consistance à la fois esthétique et spirituelle, même je dirais, extrêmement forte, et qui donc nous amène vers la Chine. Bon, donc je passe très vite, mais si vous êtes intéressé par toutes ces questions, ce sera beaucoup plus développé dans le livre. Alors, donc quelques exemples poétiques, hein, donc sur cette question du vide. Alors ça, c'est sur du vide et du néant. C'est un des poèmes les plus connus de Mallarmé, des plus hermétiques, mais des plus connus. Hein. Donc on désigne c'est pas un titre, mais sous la dénomination de sonnet en X, puisque c'est un sonnet donc qui joue, vous voyez, sur la rythme très acrobatique, hein, des X. Voilà. Alors, donc c'est un poème sur le vide, c'est un poème sur le néant, hein, vous voyez, au vers 8, hein, ce seul objet dans le néant sonore. Alors, donc Mallarmé, dans une lettre, a expliqué en fait ce qu'il évoquait, hein, dans ce. Donc en fait, il évoque une pièce, hein, il évoque une pièce donc qui peut être sa chambre ou son bureau, enfin peu importe. Hein. Le maître, donc c'est le poète. Hein. Donc le premier quatrain, c'est l'angoisse du poète, hein, l'angoisse à minuit, hein, l'angoisse. Donc il y a une métaphore de l'angoisse, hein, qui porte une lampe, avec déjà le thème de la destruction, vous voyez, le rêve, hein, le rêve du vers 3, hein, le rêve qui est brûlé par le phénix. C'est assez curieux parce que normalement c'est le phénix lui-même qui est brûlé. Bon, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Hein. Donc ce rêve brûlé, donc la destruction du rêve. Alors ensuite, dans le deuxième quatrain, donc c'est l'évocation de cette pièce vide. Hein, le salon, c'est un salon, vous voyez, salon vide, donc où il n'y a rien. Hein, puisque le maître, donc, il est parti puiser des pleurs au Styx, hein, et il n'y a même pas de Ptyx. Alors, Ptyx, ça a soulevé beaucoup d'interrogations. Alors, je dois rendre hommage ici à mon directeur de thèse, Jean-Louis Baquès, qui nous a enfin délivré de cette énigme, et qui a tout simplement, donc, trouvé que le mot Ptyx, c'est un mot grec, tout simplement. Hein, Ptyx, ça existe en grec, vous pouvez chercher dans le bailli, vous le trouverez. Ça signifie, donc, alors, excusez-moi, je suis pas, voilà, c'est pli d'une étoffe, voilà. Pli d'une étoffe ou tablette pour écrire. C'est assez intéressant en plus, hein, même c'est très intéressant. Voilà. Mais Mallarmé croyait que ce mot n'existait pas. Alors est-ce que c'est Jean-Louis Baquès, je crois, qui a trouvé aussi que ce mot avait déjà été employé par Victor Hugo. Hein. Donc en fait c'est une réminiscence. Mais Mallarmé croyait que ce mot n'existait pas, et donc il a cru que au fond il allait inventer une sorte de mot vide. Hein, voilà. Qui serait créé uniquement, qui serait évoqué par l'effet de la rime, hein, par la nécessité de trouver une rime en X, et il se trouve que pas de chance, ce pauvre Mallarmé, eh bien, il n'a pas réussi à trouver le mot vide, puisque ce mot existe en grec. Voilà. Bon.
pour l'anecdote. Mais donc, ce Ptyx, en tout cas, il n'est pas là. Hein. Ce Ptyx, il n'est pas là, puisque le maître est parti. Hein. Le maître est parti, puiser au Styx, donc des pleurs, avec ce Ptyx, donc, qui pour lui est une sorte de récipient, hein, ce seul objet dont le néant sonore, puisque, encore une fois, néant sonore. Alors là, bon, j'ai un autre commentateur de Mallarmé qui a joué sur néant sonore, hein, le néant qui fait de la musique du silence, j'y reviendrai évidemment. Hein. Voilà, donc tous les deux premiers quatrains sont les quatrains de la disparition, hein, le rêve brûlé, le maître parti, donc dans une espèce d'au-delà mythologique, hein, puisque le Styx, évidemment, nous savons bien, nous, occidentaux modernes, que ça n'existe pas, avec ce Ptyx qui n'existe pas pour puiser des pleurs. Hein. Et les deux tercets, alors, marquent un renversement, hein, qui est marqué par le mais, hein, le mais du vers 9 et par le encore que, ça va se préciser, par le encore que du deuxième tercet, donc au vers 12-13. Hein. Donc, mais il y a un renversement, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est la presque disparition vibratoire. Presque disparition, c'est-à-dire que le début du poème, effectivement, évoque une disparition, nous conduit vers le néant, et puis la deuxième partie du poème évoque une sorte de contrepartie positive, je dirais, hein, du néant. Alors là, donc, Mallarmé a expliqué ce que ça voulait dire, en fait, hein, donc je vais traduire. C'est une fenêtre, hein, la croisée. Alors là, ça, c'est tout Mallarmé, c'est merveilleux. Au lieu de dire la fenêtre ouverte, ce qui est quand même d'une trivialité fantastique, eh bien, la fenêtre vacante. Hein, et c'est quand même merveilleux. Vacante, la fenêtre vacante, elle est vacante. Ça veut dire qu'elle est ouverte, mais ça renvoie évidemment, ça renvoie au vacus, hein, latin, ça renvoie au vide, et ça renvoie aux vacances évidemment, et ça renvoie au non-agir. Hein, ça renvoie au non-agir. Et là, évidemment, dans le livre aussi, Mallarmé est un merveilleux taoïste. Je développerai aussi ce thème du non-agir, qu'on trouve déjà dans l'A de la mer repos. Hein, la mer repos, l'A de la mer repos, ça oscille entre la paresse, hein, ce repos amer où le poète ne produit rien, et le pacte dur du travail poétique en Occident, hein, du travail poétique occidental. Et mon hypothèse, c'est qu'au fond, cet Extrême-Orient à Gourou dont je parlais tout à l'heure, c'est que Mallarmé va trouver une sorte de modalité de la création poétique, une modalité intermédiaire entre les deux, entre la paresse et ce travail acharné là, et donc le wei wu wei, hein, wei wu wei, c'est-à-dire agir sans agir, faire sans faire. Et d'ailleurs, dans l'A de la mer repos, le peintre, il est distrait. Hein, il est distrait, c'est-à-dire qu'il est pas complètement en dehors des choses, mais il est il est un peu en dehors quand même. Il a une position un petit peu ambiguë. Et il y a un texte il y a un autre texte, alors un des grands textes de Mallarmé. Est-ce que c'est le mystère dans les lettres? Ouais. Non, c'est la musique et les lettres, pardon, où Mallarmé parle de l'attitude du poète en ces termes, le monde, les choses qui frôlent notre négligence. Hein, voilà. Donc, il me semble que ça renvoie, donc tout ça renvoie à ces thèmes. Bon, alors je reviens à notre poème ici. Donc c'est l'idée qu'il y a une fenêtre ouverte, hein, dans ce salon, et donc c'est le coucher du soleil. Hein, c'est le moment où le soleil se couche. Alors thème récurrent chez Mallarmé. Donc ce sont vraiment les tout derniers reflets. C'est le moment où le soleil disparaît complètement. Donc la dernière lueur du soleil d'un nuage éclairé, la dernière lueur du soleil sur le nuage va se refléter dans un miroir. Hein, voilà. Donc la croisée ouverte, hein, vers le nord, hein, laisse passer donc ce reflet de lumière, hein, de la défunte nue, donc de ce nuage qui est en train de sombrer dans l'obscurité, hein, et qui va se refléter dans le miroir. Hein, et donc c'est juste le moment où ce ray de lumière reflété dans le miroir disparaît et est remplacé par le reflet de la grande ours, puisque le septuor, hein, Mallarmé nous a expliqué ce que c'était. Alors le septuor, évidemment, ça c'est merveilleux aussi, c'est le septuor, évidemment, c'est l'ensemble instrumental, mais ce sont aussi les 7 étoiles de la grande ours. Et là, alors j'ai découvert avec stupéfaction, là c'est tout à fait stupéfiant, parce que ce poème, évidemment, il est chinois à tous égards. Enfin, c'est bon, j'ai pas le temps de le mais même la grande ours c'est chinois, hein, puisque c'est le lieu, une des étoiles de la grande ours, hein, c'est le lieu où se trouve le génie de la poésie, enfin, ou un génie de la poésie, enfin, quelque chose comme ça, Véronique, hein, je dis pas de bêtises. Voilà. Enfin, dans le livre, je renverrai, j'ai trouvé ça chez Isabelle Robinet, donc dans le livre, et il y a tout un jeu aussi, semble-t-il, j'ai vu ça chez Isabelle Robinet aussi, sur le rapport entre la danse et les étoiles, enfin, la calligraphie
photographie la danse, les étoiles, et c'est aussi une idée, c'est un thème mallarméen, le rapport entre la littérature, la poésie, la danse, les étoiles. Bon, je développerai tout ça, mais donc ici le septuor, et évidemment ici c'est tout à fait extraordinaire de voir. Alors ça renvoie aussi au thème de la musique des sphères, hein, au thème pythagoricien de la musique des sphères. Alors c'est un dessin en même temps, hein, c'est un dessin, on revient aussi au thème du dessin, évidemment le septuor d'étoiles, hein, qui forme un dessin. Ça renvoie au thème de l'arabesque aussi chez Mallarmé, donc que je n'ai pas pu développer. Mais en tout cas, bon, il y a toute une série de liens ici qui sont extrêmement intéressants. Alors, j'en arrive aux deux derniers points de mon. Oui, alors non, pardon, quand même pour terminer. Donc vous voyez donc le mouvement du poème, vous voyez, c'est la disparition, c'est le néant, c'est le vide, c'est la nuit, mais qui est compensé dans les deux tercets par ce reflet, hein, donc lointain, ce léger reflet de lumière dans le miroir. Donc cette idée peut-être, alors ce miroir évidemment avec le reflet du septuor qui renvoie aussi à la poésie, hein, qui renvoie à l'art comme reflet de la réalité, et donc qui est comme une espèce, encore une fois, je dirais, de contrepartie positive, hein, du néant. Ça n'est pas le néant complet, hein. Et dans un jeu de dés, jamais n'abolira le hasard, c'est le même mouvement, c'est le naufrage. Ça raconte le naufrage d'un bateau. Donc c'est la nuit, c'est l'anéantissement, hein. C'est l'anéantissement, c'est le vide. Rien n'aura eu lieu que le lieu, hein. Donc là, je suis passé très vite tout à l'heure, mais sur l'importance du rien chez Mallarmé, c'est le premier mot, hein, salut, le premier mot des poésies commence par rien, rien c'est écu vierge vert, et donc un coup de dé jamais n'abolira le hasard, c'est le dernier texte de Mallarmé, ça s'achève quasiment sur rien. Donc on peut dire que c'est à la fois le premier et le dernier mot de Mallarmé. Donc dans ce grand poème en prose, hein, un jeu de dé jamais n'abolira le hasard, rien n'aura eu lieu que le lieu, excepté que, sauf que, hein, c'est exactement la même structure adversative qu'ici, excepté qu'il y a un lever d'étoiles. Voilà. À minuit aussi, comme ici, il y a un lever d'étoiles. Le coup de dé, c'est quasiment une sorte de transposition du sonnet en ptyx. Donc ça, c'est quelque chose, c'est pas un scoop, hein. Les commentateurs de Mallarmé le savent depuis longtemps, mais c'est quand même intéressant de voir que ça prend un sens quand même particulier dans le rapprochement avec la Chine. Alors, mes deux derniers points, donc je les ai intitulés le 7, la réserve, et le 8, poétique de la virtualité. Alors, je vais résumer très vite, hein, parce qu'en fait, c'est le paradoxe de la fadeur, hein, tout simplement. Donc là, je dois énormément à François Julien. Hein. C'est cette idée de la fadeur ou de la virtualité. Hein, cette idée, donc, au fond, que l'appauvrissement des signes, hein, l'appauvrissement des signes est la condition au fond d'une sorte de déploiement, hein, de déploiement de la signification, hein, du sens de l'imaginaire. Voilà, donc sur ce thème de la réserve. Alors, ce thème de la réserve, donc c'est mon 7e point, mais en fait ça rejoint le thème de la virtualité. Alors là, j'étais très content aussi parce que ça fait un moment que donc ce thème de la réserve, il est explicite, hein, chez Mallarmé. Je citerai le passage. Bon, là, j'ai pas le temps de le retrouver, mais je citerai où Mallarmé parle de la réserve du discours. Alors, ce thème de réserve, donc là, c'est pas très original non plus. On a le même emploi du terme chez Valéry, hein, dans le cimetière marin. Hein, il y a un emploi du mot réserve, je crois que c'est dans le cimetière marin, qui est tout à fait identique à celui-ci, me semble-t-il, enfin très analogue. Et le terme est commenté exactement dans le même sens dans Stephen Owen. Donc je n'ai pas le privilège de l'originalité. Il commente très bien exactement dans les mêmes termes. Il montre bien le double sens, hein, du mot réserve. Donc la réserve, c'est la retenue. Hein. La réserve, c'est la retenue. Le fait d'être réservé, c'est le fait justement de ne pas être expansif, hein, de limiter au strict minimum tous les signes extérieurs de l'expression. Hein. Mais en même temps, la réserve, c'est la réserve au sens d'une réserve de grains, d'un réservoir. Voilà, exactement. Hein. C'est là où justement on va pouvoir puiser, hein, de façon très large, hein, pour justement
pour se nourrir ou pour nourrir son corps, son esprit, son imaginaire, etc. Et alors ce thème de la réserve, je crois que c'est un terme très mallarméen. Alors là ici j'ai cité une strophe de l'éventail de Mademoiselle Mallarmé avec ce thème donc de l'éventail. Donc l'éventail, vous voyez, c'est l'éventail donc il se déploie à partir d'un point, hein, à partir du pivot, qui se déploie, mais qui ne se déploie donc dans une mesure extrêmement limitée, qui reste réservé. Il est retenu par la main de la jeune fille, mais en même temps il décrit tout l'espace. Hein. Voyez, voici que frissonne l'espace comme un grand baiser qui, fou de n'être pour personne, ne peut jaillir ni s'apaiser. Hein. Donc, voyez ce mouvement de l'éventail qui décrit une sorte d'espace contenu, hein, une sorte d'espace virtuel, mais qui contient en lui-même comme potentialité, comme possibilité, hein, l'espace tout entier. Hein. Alors c'est un thème qu'on retrouve très souvent chez Mallarmé. Donc là à propos de la lecture, hein, donc ce pli de sombre dentelle, c'est une métaphore de l'écriture en fait, qui retient l'infini tissé par mille, hein, chacun selon le fil, ou prolongement ignoré son secret. Hein. Donc c'est une métaphore de l'écriture, hein, de l'écriture poétique. Alors et on retrouve ici ce thème de l'écume, hein, qui revient souvent chez Mallarmé. Toutes ces images d'une réalité légère, trouée, hein, emplie de vide, si j'ose dire. Hein, donc l'écume, la dentelle. Et voyez ce thème donc de l'écriture. Alors ça fait évidemment allusion à la structure même de l'écriture, même occidentale, hein, puisque même notre alphabet occidental, évidemment, il n'y a pas que du noir, hein, il y a aussi du blanc à l'intérieur des lettres, hein, et donc cette idée que les lettres sont une dentelle qui contiennent en fait dans leurs interstices, hein, qui contient dans ces interstices, dans ces trous, dans ces blancs, qui contient l'essentiel du sens, hein, l'infini tissé par mille, donc cet infini qui est celui de l'intériorité du lecteur. Hein. Cette intériorité du lecteur, d'ailleurs, qui est elle-même conçue par Mallarmé comme un espace blanc. Hein, vous voyez le thème de l'ingénuité. Appuyé selon la page au blanc qu'il inaugure, son ingénuité à soi. Vous voyez, la lecture, c'est le rapport de deux blancs. Hein, le blanc de la page et le blanc intérieur du lecteur. Bon, je trouve ça très beau comme image, mais bon, j'ai pas le temps de... Et en même temps, l'ingénuité, ça renvoie à Rousseau, bien évidemment. Hein, ça renvoie à une nature humaine originelle, restée pure, et évidemment, tout ça renvoie aussi à des thèmes taoïstes, puisqu'on a on a déjà pas mal, certainement que ça mériterait d'être creusé davantage, mais on a déjà dit pas mal de choses intéressantes sur les rapports du taoïsme, de Rousseau et du taoïsme, et de Rousseau. Voilà. Oui, alors ce thème de la réserve, donc il y a l'éventail, mais il y a le mouvement de la danseuse aussi. Hein. Donc là, le texte est très compliqué. Malheureusement, j'ai pas le temps de... Vous allez être obligé d'acheter le livre. Je suis désolé, j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps de le commenter. C'est trop compliqué. Il est quasiment midi. Mais c'est le mouvement de la. Voyez le mouvement de la danseuse. Voyez vers le un petit peu après la moitié du texte. L'enchanteresse, donc c'est la danseuse, fait l'ambiance, la tire de soi et l'y rentre. Hein, la tire de soi et l'y rentre. Vous voyez ce mot. Alors, par un silence palpité de crêpes de Chine. Ouais, ça, c'est merveilleux. Hein. Un silence palpité de crêpes de Chine. C'est merveilleux. Voilà. C'est une des rares références explicites à la Chine. Mais vous voyez, tout est dit. Hein. Silence palpité. Palpité, c'est la palpitation du cœur, évidemment. C'est la vie. Hein. Le silence, le vide. Hein. Et donc, ce rapport, évidemment, très paradoxal, ce rapport de fadeur, hein, entre le silence intérieur, hein, et tout ce déploiement extérieur de la danseuse, à tout ce mouvement extrêmement riche qui renvoie aussi à l'arabesque poétique et qui est évidemment aussi une profusion de signes. Voilà. Donc toute cette profusion de signes qui renvoie, et voyez à la fin du texte aussi, voilà, leur évocation limpide. Hein. Donc j'ai inséré un petit commentaire. Hein. La mobilité de la danseuse détruit, c'est l'antépénultième ligne. La mobilité de la danseuse détruit l'opacité d'un savoir constitué. Donc ça, c'est mon commentaire. Hein. Mais vous voyez leur évocation limpide. Voilà. Hein. C'est incroyable. Je vous dis, c'est tout à fait incroyable. La scène libre au gré de fiction. Hein. Et là aussi, le thème de la fiction, dont j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est un des thèmes fondamentaux de Mallarmé. C'est totalement stupéfiant. Vous voyez, en relisant moi-même les textes, je suis tout à fait stupéfait de voir
de voir à quel point... Alors, donc là, évidemment, c'est la même chose, hein, ce thème de la réserve, enfin, c'est la même chose, c'est le thème de la musique du silence. Hein. Alors, comme par hasard, donc, il y a un chapitre de l'éloge de la Fadeur qui s'intitule La musique du silence. Donc, ça, c'est un emprunt manifeste à Mallarmé, puisque donc c'est le dernier mot ce sont les derniers mots du poème. Donc, Sainte, c'est Sainte Cécile, hein. Donc ça c'est significatif, le fait que Mallarmé escamote le nom, c'est Sainte Cécile, donc la musicienne, la patronne de la musique. Alors là aussi c'est extrêmement intéressant comme mouvement, puisque donc Mallarmé semble évoquer une sorte de tableau ancien, hein, ou de vitrail qui représente la musicienne, hein, donc Sainte Cécile avec sa viole et des livres liturgiques, hein, vêpres et complis. Et donc tout le mouvement du poème, en fait, consiste à déconstruire l'image, en fait, hein, à déconstruire l'image, à suggérer qu'au fond toute cette image n'est qu'une espèce de fiction, ou de rêve ou de reflet incertain. Et à la fin, donc, au fond, tous ces instruments, cet instrument de musique, la viole, ça n'est plus que une harpe. Hein, c'est une harpe par l'ange formé avec son vol du soir. Voilà. Donc c'est une harpe qui n'existe pas, puisqu'on sait bien que les anges n'existent pas, et le vol du soir, le vol, toujours ce thème du vol, évidemment, c'est rien, bien sûr, c'est pas une réalité matérielle. Donc c'est une harpe de fiction, hein, une harpe spirituelle, immatérielle, ce qui fait qu'évidemment la sainte ne peut pas jouer dessus et qu'elle est musicienne du silence. Mais musicienne du silence, elle n'est pas elle est musicienne du silence, mais elle est musicienne. Hein, voilà. Bon, c'est une des formules qui, à mon sens, c'est comme le néant sonore de tout à l'heure. Voilà. Le néant sonore, c'est une des formules qui résume le mieux, sans doute, l'esthétique de Mallarmé. Et on voit bien que cette formule, c'est la formule de la Fadeur. Hein, c'est la formule de la réserve, le silence qui est la réserve, le vide qui est la réserve de toute réalité de la musique. Voilà. Voilà. Bon, pour ce qui est de la virtualité, en fait, les deux thèmes sont très proches. Le thème de la virtualité est très proche du thème de la Fadeur. Oui, alors il y a un poème donc de Mallarmé, Une dentelle s'abolit, on trouve aussi, vous voyez, le même thème, hein, le creux néant musicien. Voilà. Donc ce thème taoïste, hein, bien sûr, le thème taoïste, le vide qui est la condition au fond de toute réalité. Alors, donc là, oui, je voulais donc commenter rapidement ce passage de François Julien qui résume bien cette idée de réserve, hein, de virtualité, à la fois donc chinoise et mallarméenne, hein, avec ce thème du surplus de sonorité, hein, le fait que la sonorité dépouillée soit la condition justement d'un surplus, le fait que le moins soit la condition du plus. Paradoxe de la Fadeur, paradoxe de Mallarmé. Et alors là aussi, donc ce poème donc qui est un des derniers poèmes de Mallarmé, là, qui est tout à fait donc extraordinaire aussi, puisque donc là aussi Mallarmé évoque une scène de la vie quotidienne, hein, donc il se trouve en présence de sa maîtresse. Donc ma faim qui d'aucun fruit ici ne se régale. Donc le point de départ, c'est l'idée qu'il n'y a pas de fruits, mais que l'absence de ces fruits, donc qui sont les fruits ordinaires, hein, comestibles, trouve une compensation donc dans le sein de sa maîtresse, hein, trouve en leur doctement qu'une saveur égale qu'un éclate de chair humain et parfumant. Voilà. Donc il n'y a pas de fruits comestibles, mais cette absence des fruits comestibles est compensée par le sein de sa maîtresse, hein, qui éclate donc de chair humain et parfumant. Alors ici, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que donc ma faim qui d'aucun fruit ici ne se régale, donc alors vous voyez toujours cette présence de l'absence, hein, la faim qui d'une manière trouve une certaine jouissance dans le fait qu'il n'y ait pas l'objet, hein, trouve en leur doctement une saveur égale. Et là, ici, vous voyez, je crois que ça renvoie aussi à ce thème de la Fadeur, hein, c'est cette idée que justement la jouissance se trouve, et la jouissance peut-être la plus extraordinaire, la plus intense, se trouve justement dans l'absence de l'objet. Alors ce qui est ensuite donc confirmé dans le tercet suivant, qui est le dernier tercet du poème, donc le deuxième tercet de ce sonnet. Alors, le pied sur quelques guivres, donc c'est le tison, hein, où notre amour tisonne. Donc il a le pied posé sur un tison qui est décoré par une guivre, un être mythologique. Hein. Alors je pense, donc il y a le sein, hein, il y a le sein réel, hein, le sein de chair
humain de la maîtresse, mais le deuxième tercet va encore plus loin, puisqu'il annule ce sein, hein, puisqu'au lieu de fantasmer au fond sur le sein ici disponible de sa maîtresse, eh bien il fantasme, je pense, plus longtemps peut-être, et peut-être hein, quand même, bon, il y a quand même certains égards pour sa maîtresse, il pense plus longtemps peut-être éperdument à l'autre, au sein brûlé d'une antique Amazone. Hein, donc vous, évidemment, vous connaissez la légende, ou la légende, je sais pas trop les Amazones, c'est à la fois, enfin c'est entre la légende et il y a quand même une dimension historique, enfin je sais pas, il y a une certaine dimension historique, hein, je sais pas trop. Enfin, en tout cas, ça renvoie donc à un passé lointain, donc vous connaissez l'histoire de l'Amazone qui se brûlait le sein droit, pour pouvoir tirer à l'arc. Hein. Donc, à quoi est-ce qu'il pense? Non pas au sein présent, mais au sein brûlé, hein, donc au sein absent de l'Amazone, qui est elle-même un être à moitié fictif, à moitié légendaire et qui renvoie à un passé très lointain. Donc à nouveau, vous voyez cette idée d'une jouissance qu'on trouve justement dans la disparition de la chose, dans l'absence, qui renvoie tout à fait donc au thème de la fadeur. Voilà. Hein. Ah oui, alors là, sur ce thème de la virtualité et de là aussi une rencontre tout à fait stupéfiante. Donc je citerai le passage que j'ai trouvé dans La grande image n'a pas de forme de François Julien. Donc c'est une réflexion à propos d'un décor de théâtre, hein, où donc on a représenté une montagne. Et où Mallarmé regrette qu'on ait représenté la montagne complètement, hein, avec sa pointe, et il dit il aurait fallu couper la pointe. Hein. La cime d'un saint-mont appuyée en fond, elle-même aux frises coupée par une bande de ciel, il aurait fallu laisser le sommet noyé dans la brume, hein, indéniablement, pour suggérer un au-delà, suffisait invisible. Voilà. Il fallait rendre le sommet invisible pour permettre à la montagne de suggérer véritablement l'au-delà. Hein. Bon. Il y a une citation d'un peintre chinois, c'est quasiment une reprise textuelle. Enfin, là, c'est vraiment stupéfiant. C'est à se demander si, je ne sais pas, par le biais de Judith Gauthier, est-ce que Mallarmé a eu vraiment accès à des textes? Enfin, c'est assez stupéfiant à ce point-là. Et je termine donc sur... alors, donc, il y a tout ce thème, évidemment, du prolongement de l'au-delà, qu'on trouve aussi à propos de la danseuse, hein, le prolongement invisible de la danseuse. Donc, tout ce thème qui est magnifiquement développé par François Julien, mais qui est tout à fait mallarméen aussi. Et donc, je termine là-dessus. C'est dans le même texte, hein, un tout petit peu avant. Je ne me refuse par goût à aucune simplification, hein, donc toujours ce thème de la simplification, de la fadeur, hein, du dépouillement, et en souhaite à l'égal de complexité parallèle. Voilà. C'est cette espèce de jeu paradoxal, hein, entre la simplification intérieure, enfin, de la simplification intérieure, qui est la condition intérieure, hein, de tout le déploiement extérieur du signifiant esthétique. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci Laurent, c'était tout à fait passionnant. Effectivement, on va être obligé de... Bon, alors, en particulier, si je demande à prendre la parole, c'est parce que je vais devoir partir. J'ai moi-même un séminaire que j'organise cet après-midi, donc là-bas à 13h, voilà. Et Franck Pay fait que j'en suis vraiment désolée pour elle. Donc, je voulais dire, bon, bah, c'est bien sûr pour moi très exaltant, magnifique. Je voulais à aucun prix manquer votre conférence et puis bien sûr votre livre. Dans la conférence, m'a donné un avant-goût. Alors, je trouve que vous posez plein de questions. Votre démonstration enfin, moi, me convainc tout à fait. Va dans le sens de choses que j'aurais été incapable de dire, mais que je pressentais, que voilà, je trouve là des confirmations de beaucoup de choses auxquelles je songe depuis longtemps. Alors, je voulais peut-être ramener le problème sur une question particulièrement crucial pour les comparatistes. Voilà toute la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe finalement avec Mallarmé, hein, c'est quoi ce Mallarmé chinois, comment expliquer cela, et donc les deux grandes options qu'on pourrait envisager, hein, ou la convergence, voilà, par
hasard, si je puis dire, mais moi je ne crois pas trop au hasard pur. Et par ailleurs, donc la question de ce qu'on appelait naguère les influences, qui ne sont pas un mot propre, hein, mais plutôt de la rencontre, hein, de la découverte progressive de quelque chose d'autre, mais qui... Alors moi je réconcilierais les deux, hein, en disant que effectivement il y a des choses qui de plus en plus, et pas seulement en poésie ou en peinture, hein, mais en philosophie, même à travers les objets qui nous viennent de l'Orient et depuis le XVIIe siècle. Voilà. Et puis, par ailleurs, il y a des choses qui sont là en Occident, chez Platon, y compris même peut-être chez Descartes, voilà, puis qui ont été peu à peu peut-être plus ou moins occultées par une philosophie beaucoup plus rationnelle, dualiste, un positivisme, les esthétiques réalistes et naturalistes, etc., et qui justifient qu'à un moment, l'autre, apporte une sorte de caution, de garantie et aide aussi à cette résurgence de ce qui est caché, je pense. C'est ça, exactement. Alors, ceci dit, donc ça n'empêche pas que, il faille reconstituer un peu... finalement toute cette atmosphère intellectuelle. Voilà, là je pense que là il y aurait un travail considérable à faire. Vous avez fait beaucoup de choses parce qu'à certaines idées que j'avais, finalement ça venait, puis j'ai pas bien sûr lu le livre, hein, par exemple, moi j'ai pensé continuellement, très vite en vous écoutant, mais il y a le bouddhisme aussi qui peut être venu aussi, parce que c'est inévitable et ça joue un rôle important. Il y a l'évolution des sciences elles-mêmes. Et puis, je pensais, c'est aussi finalement apparu à travers une citation. On parle ici de la Chine, mais voilà, il y a le japonisme. Oui, il y a le Japon tout à fait. Tout à fait. C'est aussi à travers le Japon, la Chine, une certaine esthétique, les esquisses par la manga de Kusai, avec tous ces dessins très suggestifs. Tout cela a révélé aussi une esthétique qu'on connaît. Et Mallarmé était un grand amateur. Oui, voilà. Et puis, je pense à tout ce qui peut passer à travers finalement des choses très matérielles. Hein. Bon, des questions de peinture sur porcelaine. Oui, mais bien sûr. Imagine quand on voit la peinture sur porcelaine, des choses un peu peut-être colorées, féminées, etc. C'est pas la peinture des lettrés, mais en même temps, si, il y a. Oui, il y a quand même, tout à fait. Il y a quelque chose, tout à fait, absolument. Tout à fait. Voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui... Et puis, toute cette mode des chinoiseries, du 7e, 18e, enfin, moi j'adore les chinoiseries, et ce que j'aime dans les chinoiseries, c'est justement souvent ces choses très esquissées, cette importance du trait déjà, même si on n'est peut-être pas dans la peinture zen, c'est sûr, là on n'a plus qu'un trait réduit à l'essentiel, mais aussi ce thème du rêve, ce thème de l'oisiveté, le poète, déjà dans le 18e siècle, dans oui, c'est vrai, tout à fait. Qu'on recrée à travers les jardins chinois, c'est juste, que nous, on tout à fait. Dans la miniature, tout à fait. Voilà, donc il y a vraiment là un ensemble très riche qu'il faudrait presque partir de ce que vous avez fait, mais de manière plus large, recréer aussi. Voilà, tout à fait. Moi, c'est ce qui manque. Voilà. Puis Mallarmé cristallise. Voilà, oui, tout à fait. Voilà, c'est tout à fait. Quelque chose. C'est lui qui donne la voix à ceux qui se cherchent, se dit à travers ce qu'on appelle la Chine. Alors j'avais pensé aussi bien sûr, il y a Verlaine aussi. Oui, il y a voilà, il y a Verlaine, oui, que François Julien essaie d'évacuer. Voilà, il essaie de dire non, parce qu'effectivement, le parallélisme là aussi est assez saisissant. Il dit non, c'est pas ça. Bon. Alors, cependant, pour terminer mes remarques, à la décharge de François Julien, enfin, je suis comme vous très réservée à l'égard d'une certaine image dichotomique des choses qu'il impose par ses livres, mais ceci dit, lui-même, écrit beaucoup, et dans tous ses derniers livres, vraiment, alors avec un peu à contre-cœur ou de manière souvent dans les marges, etc., mais il y a de plus en plus la reconnaissance tout à fait. de ce que Todorov lui avait dit, je me souviens très bien lors de sa soutenance de thèse de la valeur allusive, il y a de ça déjà peut-être maintenant 30 ans, 25 ans, je ne sais plus. Voilà, mais le romantisme allemand, voilà. Et de plus en plus, et entre autres Mallarmé, là j'ai pas les souvenirs assez précis, mais tout à fait, il cite Mallarmé, plusieurs de ses derniers livres.
je ne sais pas si je les ai encore tous lus, mais j'en ai lu plusieurs, où Mallarmé, genre, je ne sais plus si c'était justement du langage, etc., il revenait sur... Tout à fait. Oui, sur je cite d'ailleurs les passages, effectivement, où il fait... et donc, évidemment, je me fais un plaisir de pointer... Voilà, de pointer... sur ce chemin. Tout à fait. Oui, merci beaucoup merci beaucoup. Oui, ça c'est effectivement parce que moi je me suis beaucoup et c'est vrai qu'au fond c'est tout simple. Il y avait quand même certainement une imprégnation depuis le XVIIIe siècle que moi je ne soupçonne pas parce que je ne me suis pas intéressé directement à cette question-là. Mais je pense qu'effectivement il y a une imprégnation beaucoup plus forte certainement que je ne l'ai imaginé. J'ai imaginé que Mallarmé partait un peu de rien, partir peut-être de Judith Gauthier. Or effectivement, je pense que là il faudrait. Je vais abonder brièvement, mais j'en reparlerai après, parce que j'étais dans un jury de thèse sur Paris fin de siècle, c'était à la Sorbonne récemment, etc. C'était plutôt pour les musiciens et les peintres, et on expliquait quand même beaucoup qu'il y ait des expositions universelles successives à Paris et à Londres, donc 1851, 1800, enfin il y en a eu 2 ou 3, avant celle de 1900, ont beaucoup marqué, et qu'on s'est retrouvés donc, dans les salons de Mallarmé et tout, entre artistes de différentes disciplines qui ont chacun réagi et incorporé des éléments. Alors c'était la période du japonisme. Moi je me souviens que à cette époque, il y a eu une analyse de contexte quand même et d'atmosphère sur toute cette fin de siècle qui a fait qu'on a eu cet épanouissement au début du siècle suivant, vraiment l'incorporation. Mallarmé est en avance d'une certaine façon, je dirais, parce qu'il a compris l'esprit. Mais moi, je t'en parlerai peut-être à déjeuner. Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question. Juste pour le taoïsme, là, un des rapprochements avec le taoïsme pourrait paraître presque incongru, étant donné le peu qu'on sait du taoïsme, le peu qui est traduit, ou l'image plutôt négative qu'on en a, enfin, à l'époque de Mallarmé, le renversement, c'est pas vraiment au XXe siècle. Mais là encore, je crois qu'on peut dire peut-être que le taoïsme, on peut en pressentir des choses à travers les objets, à travers l'art, à travers tout à fait. Voilà, tout à fait. Voilà, bien d'autres choses. Voilà, oui, tout à fait, oui, c'est ça. Non, moi j'étais parti de l'idée d'une intelligence de Mallarmé. Voilà, il a compris à travers de l'ordre de l'intuition. Après, je me suis demandé, il y a des rapprochements qui vont tellement loin dans le détail, dans la proximité, que je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi, peut-être puisque Judith Gauthier avait eu un professeur qui était un Chinois, un vrai Chinois, donc est-ce qu'il n'y a pas eu beaucoup plus de choses que je ne l'imagine? C'est difficile à dire, je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, cette question effectivement de toute cette atmosphère de l'époque que Mallarmé a dû comprendre, deviner, je pense que ça c'est essentiel. Mais j'avoue que là-dessus, je suis très démuni.